C'est correct pour vous? D'accord, ok. Donc, je vais vous parler donc, ce matin beaucoup de méthodes climatiques, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur la visibilité de ce que nous on raconte dans le cadre de la tracée, mais je présenterai quand même des résultats donc, en deuxième partie. Donc, je vais rappeler un certain nombre d'éléments, parce que pour poser la méthode, j'ai besoin de rappeler donc, ce qu'on vous présente habituellement dans le cadre du changement climatique global, le résultat des projections, des modèles physiques du climat et surtout les limitations, ce qu'on peut en attendre et ce qu'on ne peut pas en attendre. Comme Stéphanie l'a rappelé, j'hésite pas donc à dire qu'il y a des actualités climatiques assez saisissantes, voire dramatiques qui sont en train de se produire, donc je vous montrerai ça. Ensuite, donc, je parlerai du projet AP3C assez rapidement, on va dire, avec un peu de méthodologie spécifique. Ensuite, j'aborderai la question spécifique de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, parce qu'il y a des choses aussi assez importantes, assez saisissantes à dire sur ce concept et sur la manière dont il a été décliné. Et puis enfin, donc, je vous présenterai donc les évolutions climatiques et agro-climatiques donc, sur les territoires donc, du Massif central. Les projections climatiques globales. Qu'est-ce qu'on vous raconte habituellement? Alors, je ne vais pas ressortir toute la littérature là-dessus. J'ai choisi donc un graphique qui est le graphique de l'évolution de la température moyenne annuelle, et en moyenne globale. Donc avec ce que vous voyez là, c'est donc en noir, vous avez donc la manière dont cette évolution a été analysée, on va dire, par les modèles physiques du climat, et en couleur, ce sont les projections. L'échelle de gauche, c'est par rapport à la dernière, on va dire, période de référence, 1995-2014, donc centrée sur 2005, et l'échelle de droite, c'est par rapport donc à une moyenne 1850-1900, qui est la moyenne de référence pré-industrielle, on va dire, qui a été choisie donc de manière mondiale, et c'est par rapport à cette deuxième échelle, qui donc se situe sur votre droite, qu'on lit les fameux plus 1,5, plus 2 degrés, voilà, qu'on a dans les différents, on va dire, les différentes négociations mondiales sur le climat. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce graphique? Ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est habituellement présenté, c'est une forte dispersion à échéance de fin de siècle. Donc on aurait énormément de possibilités, soit d'atténuation, soit d'accélération du changement climatique. Mais là, c'est un certain nombre de scénarios qui ne sont pas vraisemblables. Je vais commencer par les deux premiers, le 1.9 et le 2.6. Alors le 1.9, ça correspondrait à une diminution dans les émissions de gaz à effet de serre de 5 à 7% par an qu'on a réussi à obtenir une seule fois, c'était en 2020. Donc, et pour que donc on puisse tenir cette trajectoire, il faudrait reproduire ça en plus chaque année à partir de la fin de la période de référence, la période historique. C'est-à-dire qu'en 2015, il aurait fallu avoir un Covid, en 2016, 2 Covid, en 2017, 3 Covid, etc., etc. Désormais, cette année, il faudrait qu'on ait l'équivalent de 11 ou 12 Covid, en termes de difficulté de fonctionnement de la société. Donc, c'est pas socialement vraisemblable. En ce qui concerne le 2.6, celui qui arrive à plus de degrés, on va dire en fin de siècle, là, ça correspondrait à un demi-Covid supplémentaire par an. Donc, actuellement, on en serait, cette année, il aurait fallu qu'on vive 5 ou 6 Covid. Pareil, donc c'est pas socialement vraisemblable. En sens inverse, le 8.5, ça correspond à un scénario maximum d'émissions de gaz à effet de serre, et en termes de fonctionnement de la société, ça correspondrait à une remobilisation massive, ou en particulier en plus du pétrole et du gaz. Et ça, c'est pas la trajectoire qu'on est en train de vivre, sans réjouir. On est dans le cadre d'une trajectoire, on va dire, de réutilisation massive du gaz et du pétrole, mais pas encore du charbon. Donc qu'est-ce qu'il nous reste comme socialement vraisemblable? Il nous reste le 4.5 qui est en beige et le 7.0 qui est en rouge vif, qui correspondent déjà à des fonctionnements de société assez sensiblement différents, puisque le 4.5, à peu de choses près, ça correspond au fait qu'on respecterait tous les engagements qui ont été pris au niveau international jusqu'à présent dans les réductions des émissions de gaz à effet de serre. Et le 7.0, en sens inverse, ça correspond à ce qu'on fait en réalité, c'est-à-dire très peu de choses, et même il y a un certain nombre de pays qui vont en accélération des émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'on peut vraiment remarquer, c'est qu'entre ces deux scénarios socialement vraisemblables d'émissions de gaz à effet de serre, vous avez une trajectoire commune pour une bonne trentaine d'années. Donc, même si on ne la connaît pas bien,
l'inertie sociale, combinée à l'inertie aussi physique, fait que la trajectoire pour les 30 prochaines années, on ne peut pas la modifier de manière significative, et à peu de choses près, ça correspond à la poursuite de la trajectoire qui est engagée, on va dire, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Cependant, ce genre de modèle physique du climat, ils savent pas faire un certain nombre de choses, et des choses qui sont, hélas, signifiantes. Les oscillations océaniques pluridécennales, nous, on est au débouché donc, de la dérive nord-atlantique, qui est la prolongation vers le nord-est du Gulf Stream, et vous avez des oscillations de demi-période, donc 30 ans, c'est-à-dire pendant 30 ans, vous avez une accélération du flux, enfin de l'apport d'air doux et humide, et pendant 30 ans, en sens inverse, vous avez une diminution, régression, augmentation, etc. Les modèles ne sont pas capables, on va dire, enfin, ils sont capables de simuler ce genre de choses, mais pas avec le bon déphasage, c'est-à-dire que ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que, alors qu'en observation, on serait, donc pendant une période de 30 ans, on est en accroissement, et le modèle peut vous donner le signal en sens inverse. Voilà. On ne peut pas, on va dire, verrouiller ces oscillations océaniques pluridécennales, et pour nous, c'est important. Deuxièmement, le cycle du carbone, il y a des incertitudes en particulier encore importantes sur les rétroactions de la biosphère, c'est-à-dire, soyons clairs, les dégradations, les désagrégations des écosystèmes. C'est pas encore bien pris en compte. Le cycle de l'azote, alors le protoxyde d'azote, c'est le troisième gaz à effet de serre, c'est très récent, on va dire, le fait qu'on arrive à mettre donc, ce troisième gaz à effet de serre dans les modèles physiques du climat. Les nuages, alors je parle pas des nuages des perturbations, mais les couvertures nuageuses, en particulier les nuages bas à proximité des côtes, les nuages bas donc dans les zones tropicales, ça on sait que c'est mal représenté. La maille de définition, c'est-à-dire le détail qu'on peut avoir à 50 à 100 km, ce qui fait que sur la région centre-est, vous avez quelques dizaines de points maximum, donc c'est pas, avec tous les reliefs qu'on a, ça estompe violemment, on va dire, les reliefs à cette maille-là. Et puis surtout, le plus important pour moi, c'est que c'est quelque chose qui nous vient de la communauté des paléoclimatologues, c'est que les modèles, donc qu'on appelle GCM pour General Circulation Model, les modèles climatiques physiques qui sont utilisés dans les rapports donc, du GIEC en particulier, ne sont pas adaptés à proximité des ruptures climatiques. C'est pour ça que les paléoclimatologues n'utilisent pas en général ce genre de modèles. Et pourquoi parce que c'est toujours les mêmes équations de la physique de l'atmosphère, mais hélas, dans les simplifications qu'on fait, l'influence relative des divers phénomènes physiques, elle se modifie, et donc c'est pas adapté à proximité des ruptures climatiques. Or, il n'y a plus aucun doute sur le fait que nous sommes en train de vivre une rupture climatique qui a démarré donc vers le milieu des années 70, donc ça, ce sont deux graphiques qui sont issus du dernier rapport du GIEC. Sur votre droite, vous avez donc les 170 dernières années, où déjà ça se voit assez bien, donc j'ai mis les flèches, le fait qu'on a donc une évolution qui est assez fortement, on va dire, différenciée en termes de pente vis-à-vis de ce qui se passait avant, mais ça se voit encore plus nettement sur le graphique de gauche, où vous voyez 2000 ans de reconstitution, on va dire, de la température moyenne mondiale. Donc oui, effectivement, nous sommes à proximité d'une rupture climatique forte. Et donc, si on suit donc l'avis des paléoclimatologues, il n'y a pas de raison que les modèles physiques du climat fonctionnent bien. Ça, c'est, une affirmation de principe. Alors, il y a une autre affirmation de principe qu'on va voir derrière. Et là, je ne sais pas si ça va fonctionner en termes de vidéo. Vous allez me dire, sinon, va falloir me faire confiance. Donc, je clique sur la fenêtre bleue. Ceux qui produisent les projections climatiques. Pour ces modèles, les conditions initiales sont des valeurs par défaut, et puis à intervalles réguliers, ils sont forcés uniquement par des valeurs de concentration de gaz à effet de serre, de rayonnement solaire ou encore d'éruptions volcaniques. Au final, ils parviennent à représenter l'atmosphère sur de longues séries temporelles, mais le désavantage est qu'ils ne donnent qu'une idée moyenne de l'évolution des conditions atmosphériques, et pas une évolution réelle étant donné qu'aucune observation météorologique n'est insérée dans ces modèles. Cependant, alors, j'ai pas donné donc, toutes les paroles parce que c'était pas facile puisque je ne connais pas complètement par cœur. Donc ce que Sébastien Doutreloup, donc qui est un confrère assez éminent quand même, qui a reçu en 2021 le prix de l'Association internationale de climatologie, nous rappelle dans le cadre d'une formation universitaire qui a été lancée en 2022, c'est qu'il n'y a pas d'observation météorologique
dans les observations climatiques, dans les modèles climatiques physiques, parce que ce n'est pas possible de le faire, et qu'on ne peut donc pas s'attendre à ce qu'ils reproduisent les évolutions réelles du climat. Alors cette diapo-là et la diapo avant, c'est une affirmation à chaque fois de principe, c'est-à-dire c'est pas censé fonctionner correctement, mais ça aurait pu fonctionner correctement, dans notre région du monde en particulier. Et bien là, c'est pas le cas. Là, donc, ce que je vous... Vincent, juste il y a une question dans le chat, et peut-être qu'on pourrait mettre le lien de cette petite vidéo dans le chat également pour que les gens le revoient, parce que même votre voix a été coupée, on n'entendait pas bien. D'accord, donc je note, alors moi j'ai pas accès au chat, moi j'ai uniquement les écrans de présentation là, mais je note donc la vidéo. La question, c'est... Ouais, je vais essayer de la trouver, vous l'avez déjà envoyé, je vais essayer de la trouver tout le temps. Et la question de Sylvie Delorme, c'est quoi cette maille de 50 par 100 km? Sur Driès, on parle de 8 par 1 km. D'accord, ok. Alors après, vous pouvez avoir des zooms qui sont essentiellement des zooms numériques, pas complètement, hein. Il y a quand même un peu d'adaptation, on va dire, au relief, mais effectivement, vous avez des modèles régionaux du climat qui peuvent avoir une résolution, on va dire, un peu meilleure, mais ces modèles régionaux du climat ne changent rien dans les trajectoires, par exemple, des trajectoires sur la France. C'est-à-dire, si vous faites la moyenne France entière sur un modèle global du climat avec une maille de 100 km, et si vous faites la moyenne France entière du climat avec le modèle régional qui a une maille de 8 km, et ben, ça sera la même. Par contre, vous aurez un peu plus de précision géographique. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Et justement, le problème, c'est que la tendance générale, c'est pas la bonne, et justement, cette diapositive-là, ça vous l'exprime. Donc, qu'est-ce que j'ai sorti là? Donc, je suis allé donc sur l'atlas interactif qui est associé au dernier rapport du GIEC. Sur votre, alors j'ai choisi les températures du printemps, enfin pour être plus précis, la moyenne des températures maximales du printemps, parce que c'est quelque chose qui est important pour l'agriculture. Hein. C'est ce qui conditionne le redémarrage de végétation, la production de début de saison. Donc voilà, c'est pas, on va dire, on n'a pas choisi exprès ce paramètre-là exotique pour montrer que le modèle ne fonctionne pas. Non, c'est un paramètre qui est important pour l'écosystème en général, pour les écosystèmes. Donc sur votre gauche, vous avez donc entre le proche passé et le proche futur, en scénario moyennement émetteur de gaz à effet de serre, mais étant donné l'échéance maximale 2060, ça change pas grand-chose avec l'autre scénario un peu plus fort, hein. Enfin, ça change presque rien. Donc qu'est-ce qu'on peut voir donc en 55 ans d'évolution? Sur le massif central en général, et puis regardez sur la France, hein, c'est assez peu, on va dire, variant. C'est peu différencié, donc sur le massif central, entre 1,5 et 1,6 degrés en 55 ans. En observation, donc je suis bien allé chercher donc, sur l'atlas interactif associé au dernier rapport du GIEC, ce que ça donne sur le massif central, vous voyez, c'est 3 à 4 fois plus rapide. Voilà. Et donc la réalité, on va dire, sur ce paramètre qui est fortement impactant, oui, c'est beaucoup plus rapide que les trajectoires telles qu'elles sont, on va dire, projetées, y compris par les modèles physiques les plus récents. Et si vous faites un zoom avec au pixel de 8 km, et si vous faites la moyenne, vous obtiendrez exactement cette même moyenne que vous avez sur la gauche, c'est-à-dire 1,5 à 1,6 degrés en 55 ans. Il y a d'autres paramètres. Alors, on parle de température. Oui, mais la température au printemps, en général, en été, en automne en particulier, mais en général, ça conditionne aussi la demande évaporatoire. Donc, cette divergence en termes de trajectoire simulée et de trajectoire observée, vous l'avez également donc, sur la demande évaporatoire, c'est-à-dire sur le bilan hydrique. Hein. Et là, ce que je vous ai sorti, donc, c'était sur l'ancien site, on va dire, de Solagro qui s'appelait Canary, désormais ça s'appelle Climadiac Agriculture. En point noir, vous avez donc les évolutions, les observations, puis les évolutions réelles, on va dire, de la demande évaporatoire donc, sur Clermont. Et en bleu, derrière, vous avez donc ce qui est simulé, dans un scénario assez moyennement émetteur de gaz à effet de serre. La trajectoire réelle, elle va 5 fois plus vite que la trajectoire simulée. Et faut pas trop s'en étonner parce que la demande évaporatoire dépend exponentiellement de la température maximale. Donc si la température maximale, il y a une divergence de facteur 3 à facteur 4, c'est normal que le TP qui est exponentiellement dépendant de ça soit encore plus divergent et donc on a trouvé donc 5 fois plus rapide en observation que en simulation. Hélas, donc il se passe des choses au niveau global. Parce qu'autrefois, je disais, en moyenne globale, finalement, les modèles physiques du climat fonctionnent assez correctement. C'est juste dans notre région du monde qu'il y a un problème. Et non, désormais, on ne peut plus dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une accélération, donc, chez les glissages, du changement climatique, il y a une accélération radicale qui a démarré.
Au début, je mettais un point d'interrogation. Donc là, ce que vous voyez, c'est une des premières figures associées à cette accélération qui a été sortie donc par Hansen et consorts donc de l'université de Columbia donc en juin 2023. Donc là, c'est la température moyenne mondiale. Alors c'est en anomalie par rapport à la période 1850-1900, la période on va dire, de référence générale du changement climatique. Et ce que Hansen et ses confrères nous racontaient, c'est que vraisemblablement, donc au début des années 2010, il y avait une accélération du changement climatique et il expliquait donc les causes physiques qui faisaient que c'était pas, on va dire, une anomalie, un pulse, quelque chose qui reviendrait en sens inverse et qu'on serait donc dans le cadre d'une augmentation de 50 à 100%, c'est donc le secteur jaune, au moins de manière pluridécennale donc du changement climatique global. Et ça se confirme. Donc il y a de ça 2 mois, je suis allé regarder donc toujours le site de l'université de Columbia puisqu'ils font une mise à jour, un rafraîchissement des données. Et ce qu'on peut voir aussi bien sur les points bleus qui sont des moyennes annuelles que sur la courbe rouge, la courbe bleue et les points noirs, que la courbe rouge qui correspond donc à une moyenne sur 11 ans, c'est qu'on était à l'extrémité supérieure de ce secteur jaune. Donc, c'était, on va dire, une confirmation et même une confirmation forte, on va dire, de ce qui avait été projeté, de ce qui avait été présenté donc 2 ans, enfin 3 ans avant. Mais alors, vis-à-vis de ceux qui pourraient dire oui, mais c'est peut-être uniquement un phénomène atmosphérique, hélas, non, il y a des arguments qui montrent que c'est pas juste la température de l'atmosphère, parce que dans le passé, il y a eu parfois des basculements entre ce qui se passait dans l'océan, l'atmosphère, donc il y a pu y avoir des accélérations uniquement pour la température atmosphérique, puis ensuite c'est revenu en arrière. Non, c'est pas que l'atmosphère qui est en train donc de dévier, de dériver radicalement. Là, ce que vous avez, donc, c'est la couverture de glace de l'Antarctique, et avec donc vous aviez l'écheveau, on va dire, de toutes les évolutions qui ont été observées donc depuis une 50aine d'années. Ce sont les courbes de couleurs. Et puis là, ce que je vous ai montré, en noir, donc c'est ce qu'il y avait donc en 2023. Pour vous montrer donc on est en train, on va dire, de sortir de la gamme des évolutions, radicalement de la gamme des évolutions qui existaient avant. Alors certes, ce qui est en noir, c'est dû au El Niño qui a touché donc la planète entre 2023 et 2024. Mais je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. Est-ce que vous voyez ma flèche Non. Oui, On la voit. Donc le El Niño précédent, c'était 2015-2016. Voilà, c'était cette courbe orange. Donc effectivement, avec El Niño, on pouvait sortir un tout petit peu de la gamme, on va dire, de ce qui a été observé précédemment, mais avec le El Niño, donc 8 ans plus tard, on en est en sortie de gamme d'un facteur 5 à 10 par rapport à un phénomène. Le El Niño de 2023-2024 était légèrement inférieur à celui de 2015-2016. Donc, vraisemblablement, c'est le témoignage du dépassement d'un premier point de basculement, en anglais tipping point, donc du changement climatique global. Et donc, ça ne concerne pas que l'atmosphère. Ça ne concerne pas non plus seulement les banquises. Là, ce que je vous montre, c'est la température de l'océan, de l'océan de surface, et de l'ensemble de la surface, alors hors zone polaire, parce que vous avez des interactions avec la glace, donc là mais c'est quand même l'immense majorité, on va dire, de la surface de l'océan. Là, vous avez l'évolution des températures. Alors que dans ce qui est en gris, vous aviez donc tout ce qui était observé précédemment, et avec une température qui montait lentement, on va dire, et les dernières courbes grises correspondent d'ailleurs au dernier El Niño de 2015-2016 dont je vous ai parlé, et puis avec le El Niño qui s'est terminé en 2024, qu'est-ce qu'on avait? Les courbes orange et noires, quelque chose qui est complètement sorti de la gamme. Donc cette sortie de gamme n'est pas uniquement un raidissement des températures atmosphériques, ça se voit dans tout le système, on va dire, thermodynamique de la Terre. On est dans le cadre d'une élévation globale très rapide. Donc ça, c'est l'accélération en cours, mais est-ce qu'on ne peut pas craindre, on va dire, une accélération supplémentaire? Est-ce qu'on ne peut pas craindre des rétroactions de la biosphère qui nous emmèneraient encore plus loin en termes de raidissement? C'est vraisemblablement... c'est vraisemblable. Donc là, ce que vous avez, donc, ce qui est sorti dans le bulletin donc, sur les gaz à effet de serre donc, de l'Organisation mondiale de la météorologie, c'est pas un graphique tracé à la main sur un point de table, c'est le fait qu'il y a une augmentation radicale de l'élévation de la teneur en méthane de l'atmosphère, qui est analysée comme
une rétroaction. Alors, les augmentations à partir de 2005, là, c'était une rétroaction vis-à-vis des zones arctiques. Vous avez peut-être entendu parler, on va dire, des effondrements de sol, du fait que le méthane qui est piégé dans le pergélisol en particulier, et puis à faible profondeur océanique dans les cataractes, si ma mémoire est bonne, donc ça se relargue avec le changement climatique. Donc on était déjà dans ce cadre-là, mais il y a, comment dire, une impulsion supplémentaire qui a démarré vers 2020 et qui là est analysée comme un début de rétroaction des tourbières tropicales et équatoriales, c'est-à-dire la jungle, si vous préférez. Et ce qui est plus lourd de conséquences que les pôles. Alors les pôles, c'est un réservoir qui se vide. La jungle, c'est carrément une fabrication de méthane à partir. Enfin, il y a moins de limites, si vous voulez. Et on peut donc, vous pouvez donc craindre une augmentation, une accélération supplémentaire. Et j'ai le regret de vous informer que cette accélération est vraisemblablement en cours. Parce que les derniers, enfin, il y a eu 2 articles, donc là je vous ressors le même auteur, et si ça vous intéresse de comparer avec un autre auteur, j'aurai les références donc, de Foster et Ramstorff qui ont sorti un article donc, dans une revue de rang 1 international avec comité de lecture sur le fait que quelque part entre 2010 et 2015, donc l'accélération, on va dire qu'il y a une accélération qui est plus forte que ce qui avait été envisagé par Hansen, donc le secteur jaune, et qu'on est plutôt dans le cadre d'une augmentation de l'ordre, alors non pas de 50 à 100%, c'était le secteur jaune de James Hansen, mais qui serait plutôt de l'ordre de 130%, on va dire, du changement climatique global. Donc il y a de ça une dizaine ou une quinzaine d'années. Et ce genre de trajectoire, là je vous ai ressorti donc les projections donc, du rapport du GIEC sur la température moyenne mondiale, n'est absolument pas donc intégré, voire intégrable même, dans les projections climatiques globales. Je ne l'ai pas tracé à la main, j'aurais pu d'ailleurs, je vais le faire avec la flèche. Donc si on tient compte du changement climatique tel qu'il est réellement accéléré à partir de 2010-2015, sans accélération supplémentaire, ce qui est quand même... Enfin, voilà, là, si on prolonge la droite, on se dit qu'il n'y a pas d'accélération supplémentaire, qu'il n'y a pas de dégradation supplémentaire de la biosphère. C'est un peu optimiste quand même, mais rien qu'en prenant l'accélération telle qu'elle s'est déjà enclenchée, on arrive donc quelque part là où se trouve ma flèche, c'est-à-dire entre 5 degrés, 5 degrés et demi, c'est-à-dire au-delà de tout ce que les modèles, y compris les plus émetteurs de gaz à effet de serre, ont envisagé donc, sur l'ensemble de la planète. Est-ce que avec... Merci. Je me permets de vous couper, il y a une question de... Oui, mais il vient d'y répondre. C'était ma question. Du coup, ça veut dire qu'on est au-delà du 8.5 en termes d'effets. Donc, j'ai compris. Et encore sans accélération supplémentaire, c'est uniquement là. Oui, sans accélération liée à la dégradation de la biosphère. Qui est difficilement, on peut difficilement intégrer à l'intérieur des modèles physiques. Alors, Gloops, j'apprécie beaucoup la précaution qu'avait pris Stéphanie avant la présentation. J'avais quelques notions de ça, mais merci vraiment, c'est très éclairant. Okay. Donc, est-ce que ça peut s'améliorer, ces questions de divergence entre les trajectoires observées et les trajectoires simulées? Et bien là, vraisemblablement, non. Donc, en fait, dans notre région du monde, l'Europe de l'Ouest, ces divergences entre trajectoires observées et simulées, elles avaient déjà augmenté par le passé. Alors, je ne vais pas aller fouiller, mais si vraiment ça vous intéresse, il suffit de comparer, on va dire, les trajectoires du 4e rapport du GIEC. Alors, ça figure, si ça vous intéresse vraiment, ces trajectoires du 4e rapport du GIEC figurent dans le portail de GRIAS, donc on peut aller rechercher ces vieilles projections. Et si vous les comparez avec les projections les plus récentes, du 6e rapport du GIEC, vous vous rendrez compte que la trajectoire, en fait, elle a plutôt, la tendance, on va dire, simulée, elle a plutôt été réduite. Alors que en observation, on est en train d'accélérer. Et justement, comme il n'y a pas vraiment les capacités d'intégrer des observations à l'intérieur et des raidissements d'observations à l'intérieur des modèles physiques du climat, et bien ces divergences, elles vont très probablement s'accroître avec les futurs modèles, donc qui sont en train d'être développés pour le prochain rapport. Il ne faut pas s'attendre. Ça serait extrêmement étonnant qu'il y ait des améliorations, on va dire, dans la prise en compte de cette divergence, dans les modélisations que vous développez.
S'il y a des questions générales, je vais les prendre là. Sinon, après, je vais faire un peu de méthodologie du. Attendez, je vais faire la méthodologie du projet AP3C et ensuite je prendrai les questions, on va dire, techniques, on va dire, sur le changement climatique. Donc, AP3C, c'est quoi? C'est un projet qui est piloté par le CIDAM, le regroupement des chambres d'agriculture du Massif central, sur lequel il y a au moins 5 approches. Moi, je m'occupe beaucoup de la première, l'approche climatique, un peu de la deuxième, l'approche agronomique. Pour l'approche climatique, c'est moi qui fais les projections climatiques sur le Massif central à l'horizon 2050. Des projections qui ensuite ont été reprises dans le plan stratégique d'adaptation du Massif central au changement climatique. L'approche agronomique, là, j'utilise les capacités de l'informaticien, de calculateur, c'est-à-dire avec les projections, et puis les définitions d'indicateurs qu'on me donne, parce que moi je ne suis pas agronome, et je projette ces indicateurs vers le futur, ce qui permet d'envisager des leviers d'adaptation, parcelle par parcelle, culture par culture. Ensuite, quand on regroupe les parcelles, on a le système d'exploitation, la ferme, si vous voulez, et puis ensuite on peut regrouper ces fermes, donc soit par entité géographique, l'approche territoriale, ou par similarité, et là on arrive à l'approche filière. Donc moi, je vous parlais essentiellement d'approche climatique, et un petit peu d'approche économique. Donc dans cette approche climatique, je fais bien la distinction entre les projections qui sont habituellement mises à disposition et utilisées par la plupart par la plupart des structures, c'est-à-dire ce que vous pouvez avoir dans DRIAS et le futur des climats, dans les portails Climadiag, qui sont encore actuellement le résultat de modèles physiques de recherche qui cherchent à améliorer la compréhension des phénomènes, c'est-à-dire à répondre de mieux en mieux à la question pourquoi le changement climatique. Mais leur but principal, c'est pas la description de trajectoire. Et comme je vous l'ai expliqué, on ne peut pas intégrer, on va dire, des observations d'intérêt de ces modèles. Et donc les projections qui sont faites dans la P3C, c'est le contraire. C'est exactement le contraire, c'est-à-dire que moi, je ne cherche pas à améliorer la compréhension du changement climatique. L'immense majorité de la communauté des climatologues le fait, très bien, ils continuent de le faire. Moi, je décris les trajectoires. Et comme c'est un outil statistique qui est utilisé, on peut faire énormément de projections, ce qui permet d'avoir des statistiques assez robustes sur des phénomènes assez rares, même si nous, on n'est pas spécialisé dans les phénomènes très rares. On a fait donc une étude spécifique de robustesse, on sait à partir de quelle limite il ne faut pas qu'on utilise nos projections, en particulier sur les précipitations intenses, c'est pas notre truc. Les grandes averses, les oracles, non, ça c'est pas notre truc. On a développé aussi une approche, on va dire, d'adaptation aux configurations de relief qui est assez originale, qui est novatrice, qui permet de descendre un pixel de 500 mètres. Et puis le plus important pour nous, c'est que nos projections, elles sont compatibles avec les trajectoires climatiques réellement engagées sur le territoire, et j'ai le regret de vous informer que c'est nulle part le cas ailleurs. Voilà. C'est une exclusivité que moi je regrette fortement, et c'est comme ça. Donc le domaine géographique sur lequel on fait nos projections, si vous avez encore, si les gens s'est intéressés il y a quelques années, vous aviez un domaine vert qui entourait les 11 chambres d'agriculture qui sont parties prenantes du projet AP3C, mais depuis quand même 2 ans, 3 ans maintenant, on a donc le grand domaine qui inclut en rouge, qui inclut le Morvan au nord et la montagne noire au sud, ce qui permet d'avoir un certain nombre d'informations sur la zone sud-est. Mais nous, on a exclu, on va dire, une bande côtière, on a systématiquement masqué une bande côtière, on va dire une quinzaine de kilomètres. On s'est volontairement mis en dehors de la zone de brise marine habituelle, parce que notre propos, c'est pas de développer, on va dire, des indicateurs spécifiques aux zones côtières, puisqu'on travaille, on est centré sur le Massif central. Donc voilà, on prend en compte, on va dire, des configurations de relief jusqu'à une échelle de 500 km qui permet de tenir compte de la position et de la forme des Alpes sur ce qui se passe sur le Massif central et également donc les Pyrénées. Petite nouveauté donc depuis l'année dernière, c'est que il y a une mini réplique de la AP3C centrée sur le Jura, mais qui concerne, qu'on utilisera essentiellement pour le projet Agri-Aura 2050 sur le nord des Alpes, puisque Aura, ça veut dire gouvernement d'Alpes, voilà, et sur lequel on a fait des projections de type AP3C, mais uniquement d'un point de vue thermique, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps là-dessus, pas beaucoup de moyens, même pas financiers pour ça. Donc d'un point de vue thermique, et l'intérêt, on va dire, de ces projections, c'est que au lieu de se baser sur les observations, sur les trajectoires observées 1980-2015, qui est le cas de la AP3C,
standard. Là, on se base sur les trajectoires observées 1975-2024. Et donc, ça permet d'intégrer, on va dire, le raidissement. Et on a intégré aussi spécifiquement un facteur d'accélération, ce qui n'était pas, pas le cas dans la P3C, facteur d'accélération minimal, mais qui tient compte de l'accélération du changement radical du changement climatique global que je vous ai montré précédemment. La diapo suivante, c'est pour tordre le cou aux rumeurs, aux déclarations parfois, en général c'est implicite, mais parfois c'est explicite, du fait que la méthode climatique utilisée en P3C ne serait pas validée scientifiquement. Désolé, on a un certain nombre de communications qui ont été revues, même s'il y a une invitation là-dedans, mais les autres ce sont des communications non revues, donc oui, il y a une validation par les pairs de ce qu'on raconte, à la fois d'un point de vue chronologique et d'un point de vue spatial. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'aurais peut-être une question. Est-ce que, du coup, ce que vous avez présenté, ça a quand même, ça a été, confronté ou discuté aussi avec ceux qui sont en charge d'élaborer la traque ou même la stratégie climatique au niveau du gouvernement français. Donc je pense par exemple à la DGEC, au Bureau d'adaptation au changement climatique, et puis au programme aussi de recherche TRAX, qui a pour objectif de transformer la modélisation du climat pour les enjeux d'adaptation pour les services climatiques. Est-ce qu'il y a déjà eu des échanges par rapport à cette méthode, moi, j'ai participé à la dernière assemblée générale de TRAX. Alors, ils ont plusieurs sous-groupes. Moi, j'ai participé donc à TRAX Localizing, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à ce qui est, on va dire, spatialisation kilométrique des productions climatiques. Et je pense qu'il y a un certain nombre de confrères qui sont au courant. Et de plus en plus, on peut plus prétendre que, depuis un certain nombre d'années, mais de moins en moins, que je sois, on va dire, singulier, voire isolé. Il y a eu au moins 3 interventions donc en plénière pour dire quoi? Faut que je m'en rappelle précisément. Pour dire, il faut comparer avec les vraies observations. C'est-à-dire les modèles physiques du climat, en général, ils sont comparés avec des réanalyses. Donc dans les réanalyses, il y a des observations, mais c'est déjà, on va dire, filtré par les modèles. Donc en fait, on compare le modèle avec lui-même. Et en particulier, donc, il y a des confrères qui osent mettre les pieds dans le plat en disant que désormais, c'est pas seulement que les températures, où ça se voit comme le nez au milieu de la figure, ça commence à se voir aussi sur les évolutions de précipitations. Et si ça vous intéresse vraiment, il y a un travail de Juliette Blanchet de Grenoble, IGE, qui effectivement montre la divergence entre les trajectoires simulées sur les précipitations et les trajectoires, on va dire, réellement observées sur le terrain. Il y a eu également un confrère du Centre national de la recherche météorologique, qui était en fin de carrière, donc quelqu'un qui a de l'expérience, qui a exprimé donc ouvertement le fait qu'il suffirait encore de quelques petites années d'évolution réelle, violemment divergente, donc d'évolution simulée, pour que ça devienne évident pour tout le monde. Moi, je prétends que c'est déjà évident pour tout le monde, mais que ça puisse plus tenir. Disons que moi, j'ai beaucoup de contacts avec les gens qui fabriquent les projections climatiques, avec les modélisateurs du climat. Et le contact, il est radicalement différent avec ceux qui sont chargés de diffuser les informations sur le changement climatique. Typiquement, au sein de Météo France, j'ai beaucoup plus de contacts et des contacts fructueux avec le Centre national de la recherche météorologique qu'avec la direction des services climatiques. Si vous voyez ce que je veux dire. Avec la direction des services climatiques, on a eu une conférence. Donc, il y avait la directrice et son directeur scientifique adjoint. On a eu donc une visio entre le CIDAM et puis eux. Et puis, il y avait également un représentant du niveau national des champs d'agriculture en France, le chargé de mission au changement climatique. Et on leur a exprimé le fait que les trajectoires étaient, de ce qu'ils présentaient d'Andreas, étaient à l'évidence fortement divergentes de ce qui se passait sur le terrain. Et la réponse, ça a été une réponse de principe, c'était oui, mais vous ne respectez pas la traque. Sous-entendu, la traque telle que ça a été interprété par les directions des services climatiques. Et justement, je viendrai derrière, j'aurai quelques diapos sur le sujet.
Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça y répond, merci. Oui, merci. Moi, j'ai une autre question. C'était avant la présentation de d'AP3C. Là, c'était la fin de la présentation sur les modèles. Quand vous avez parlé des vieilles projections du 4e rapport du GIEC par rapport au 6e, et vous disiez que les divergences entre cette modélisation et puis les observations allaient s'accroître, c'est parce que entre le 4e et le 6e rapport du GIEC, en fait, ces modèles, ils atténuent plutôt, enfin, ils atténuent en fait le changement, c'est ça? En fait, dans le 4e rapport du GIEC, en trajectoire mondiale, vous aviez des évolutions simulées qui étaient plus fortes que les trajectoires observées. Donc, il y a eu un tuning, c'est-à-dire qu'on tourne les boutons, mais ça n'a pas été fait de manière ridicule, on va dire. Mais il y a eu une réflexion, mais il y a eu quand même la conséquence, on va dire, c'est qu'à partir du 5e rapport du GIEC, en fait, cette tendance simulée d'un point de vue global, elle a été réduite. Or, dans les régions du monde où elle était déjà trop basse, l'Europe de l'Ouest, chez nous, le fait de baisser la pente mondiale, ça a fait encore accroître la divergence entre ce qui se passe en réalité et ce qui est simulé. C'est-à-dire que c'était un bien au niveau global, ok, et ça a été un mal pour notre région du monde. Alors, si c'est bon, je vais maintenant parler de cette question de la traque. Donc, en particulier, vous sortir le document de référence, parce qu'il n'y en a qu'un, le document de référence, et le fait que nous, de quelle manière on se positionne dans ce document de référence. Donc, le document de référence, il a été sorti par le ministère de la Transition écologique au mois de mai 2023, et à l'intérieur de ce document, qui est avec les annexes, qui est une vingtaine de pages, je crois pas 30 maximum, et je vous ai mis l'adresse pour que vous puissiez aller télécharger et vérifier ce que je vais vous raconter. Donc, qui décrit, voilà, ce que doit être la traque. Sachant que, pour que les choses soient claires, la traque, c'est une décision politique. Voilà. Certes, à la base, il y a un peu de connaissances scientifiques, mais une des connaissances scientifiques climatologiques générales, issues du rapport du GIEC. Voilà. Et ensuite, donc, il y a eu donc même si je n'ai pas la trace exacte, il y a eu un transfert, on va dire une demande vis-à-vis de Météo France de traduire, on va dire, cette traque en quelque chose qui serait opérationnel, en particulier qui serait intégré dans DRIAS, les futurs du climat. Mais on est bien d'accord que c'est une interprétation, on va dire, de Météo France, mais que le document de référence, c'est bien le document du ministère de la Transition écologique. Qu'est-ce que nous dit ce document du ministère de la Transition écologique? Il nous dit que, il y a trois conditions techniques principales qui sont requises. Il nous dit que, en moyenne hexagonale et en température moyenne annuelle, à l'échéance 2100, il faut qu'on arrive, la traque doit arriver à plus 4 degrés par rapport à l'époque industrielle, et on nous donne les deux seuils intermédiaires qui sont de plus 2 degrés en 2030 et de plus 2,7 degrés en 2050. Il se trouve que c'est répété à plusieurs reprises, que ça, c'est une proportionnalité stricte, facteur 4 tiers vis-à-vis du réchauffement global. Et en réchauffement global, si la mémoire est bonne, c'est de faire 1,5 en 2030, 2 en 2050 et 3 en 2100. Il va un peu plus loin, j'ai donné la référence précise, donc tableau qui se trouve en page 22, sur le réchauffement global. Ce qu'il nous dit, c'est que ça doit être intermédiaire donc, entre les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre 4.5 et 7.0. Et, dernière chose, on ne peut pas utiliser un seul modèle, il faut utiliser une moyenne multimodèle. Nous, oui. Je me permets de vous couper. Je crois qu'il y a une question. Moi, de ma compréhension de la traque, pour moi, ce qu'on faisait, c'est plutôt, ce qui a été fait, c'est plutôt que pour chaque couple qui est retenu dans le cadre des données climatiques sur DRIAS, couple GCM-RCM, on identifie la date pivot à laquelle les RCM franchissent franchissent les seuils qui sont associés à la traque, et du coup après on récupère 10 années avant et 10 années après, en considérant en fait du coup c'est ça comme,
sans l'hypothèse que le climat est plus stationnaire à l'intérieur de cette partie-là. Du coup, j'ai l'impression que c'est pas exactement ce que vous décrivez. En fait, ça s'appelle track Drias, mais ça ne respecte pas la track. Et c'est facile à vérifier par tout à chacun. Donc effectivement, c'est ce que vient de m'être indiqué, c'est comment ça a été traduit. Mais il y a deux divergences que vous pouvez vérifier. Premièrement, le fait que ce qui est indiqué dans Drias, ça ne respecte pas la période de référence pré-industrielle. Dans le document de cadrage du ministère de la Transition écologique, c'est comme le truc mondial, c'est-à-dire c'est 1850-1900. Dans Drias, c'est 1900-1930. Mais ça, c'est pas très important, mais c'est très facile à vérifier. Mais là, ce qui est plus important, c'est que dans ce qui est utilisé dans Drias, c'est alors, le ministère de la Transition écologique, il conduit, alors c'est pas rigide, mais le plus facile pour répondre à ce qui est indiqué dans le document du ministère de la Transition écologique, c'est de prendre 2/3 de modèle en scénario 4.5 et 1/3 en scénario 7.0, parce que ça permet, lorsque vous faites un moyenne pondérée entre 2,7 et 3,6, d'arriver à 3 degrés en valeur mondiale, et comme la track impose la scalabilité, donc au niveau hexagonal, ben voilà, ça correspond à 4 degrés au niveau hexagonal. Ce qui a été utilisé exclusivement dans Drias, ce sont les scénarios 8.5. Or, il est connu des modélisateurs physiciens du climat que ce scénario-là, il modifie profondément le cycle hydrologique et en retour le cycle, on va dire, thermique annuel de ce qui est représenté dans l'atmosphère. Pourquoi ? Parce que ces scénarios 8.5 sont des scénarios extrêmement émetteurs donc de gaz à effet de serre et extrêmement émetteurs de noyaux de condensation, puisqu'on remobilise, on va dire, le charbon au niveau global. Donc, sur ce point-là, ça ne respecte pas la traque du ministère de la Transition écologique. Nous, par contre, on la respecte. Ouais, mais du coup, l'hypothèse sous-jacente, pardon, je me permets, pardon, je parle. L'hypothèse sous-jacente, c'était pas aussi que de dire que peu importe peu importe le scénario et puis la vitesse à laquelle on rajoute du CO2 dans l'atmosphère, les impacts climatiques sont les mêmes, c'est-à-dire qu'en gros, une canicule en 2 degrés serait la même que 4 degrés, enfin serait la même qu'à 2 degrés. Ce que je viens de vous indiquer avant, c'est faux. Pourquoi ? Parce que vous modifiez profondément le cycle hydraulique. Dans le cadre du 8.5, modification que vous n'obtenez pas dans le cadre du 4.5, même dans le cadre du 7.0. Et du coup, c'est parce que ça a été justifié, il me semble, sur la base aussi de la représentation qu'avait le rapport du GIEC, en prenant en compte plusieurs niveaux de réchauffement au niveau mondial, qui est une autre type de représentation en supplément, on va dire, de celle classique avec les scénarios RCP et SSP. Sur la température moyenne mondiale, sur la température moyenne annuelle, très bien. Dès que vous allez au niveau saisonnier, ça ne fonctionne plus du tout. D'accord, ouais. Et il n'y a pas que moi qui raconte ce genre de choses. Hein. Alors, les gens de Météo France, du Centre national de recherche météorologique, on voit bien qu'ils sont contraints, on va dire, ou ils sont fortement incités à ne pas critiquer la traque, entre guillemets, mais le processus d'agrégation des modèles, machin. Mais voilà, c'est vis-à-vis de la traque telle qu'elle a été traduite dans le cadre de Drias. Hein. On en est là. Après, on a deux choses. La traque, c'est aussi, alors si on sort de la partie purement scientifique, je pense qu'il y avait une volonté avec cette traque-là qui était extrêmement politique aussi, qui était d'essayer de créer un engagement. Donc peut-être qu'on va se contenter de ce côté-là, en tout cas politique, qui était courageux à ce moment-là, mais par contre, il ne doit pas cacher derrière une réalité physique pour l'occasion climatique et scientifique dont on nous parle. Donc, qui nous permettra maintenant on va dire que maintenant qu'on est aguerri à tout ça, on va pouvoir prendre ça encore plus sérieusement en compte. Exactement. Je crois que je le dis après, d'ailleurs, dans la diapo, on va relancer la chose là. C'est pas grave. Donc là, moi j'avais pas l'intention de détailler ça, mais bref. Pourquoi est-ce que nous, de quelle manière est-ce que nous on respecte la traque du ministère de la Transition écologique ? Comme l'a dit Stéphanie, c'était une décision politique et nous on a dit voilà, on va respecter cette décision politique. Les plus 4 degrés en moyenne hexagonale en température moyenne annuelle, à l'échéance 2100 par rapport à la période 1850-1900, il se trouve que ça correspond à la poursuite de la tendance réellement engagée depuis 1980, sous-entendu en moyenne hexagonale. Et c'est exactement ça qu'on utilise. Et on a aussi la compatibilité avec les seuils intermédiaires de 2030 et 2050. C'est ça qui est important.
Parce que nous, en réalité, on s'arrête en 2050. Et si on continuait jusqu'en 2100, bah oui, on arriverait aux 4 degrés. La prise en compte de scénarios d'émissions de gaz à effet de serre entre intermédiaire et élevé, bah, je vous ai montré, entre 4.5 et 7.0, bah, je vous ai montré donc sur 2 graphiques d'ailleurs de la température moyenne mondiale qu'entre ces 2 scénarios jusqu'en 2050, bah, il y a confusion, on va dire, des trajectoires. Et qu'en plus, ça correspond à la poursuite de la tendance engagée. Bah, il se trouve que pour nous, c'est la même condition. Oui, on continue la tendance engagée. Et en fait, l'utilisation d'une moyenne multimodèle, bah oui, on utilise, en fait, on a développé, l'air de rien, on a développé 12 modèles, on n'utilise que ce qui est commun, on va dire, aux 12 modèles, et c'est une des raisons pour lesquelles on ne va pas chercher, on n'a pas la capacité d'aller sur des événements pluviométriques extrêmes, on va dire, surtout d'un point de vue, on va dire, instantané. Alors, oui. Donc là, si je vous comprends bien, là, vous ne prenez pas en compte les accélérations dont vous nous parliez. Très bonne remarque. Alors, en fait, on prend en compte, je ne peux pas rentrer dans les détails, on prenait en compte le milieu du secteur jaune, mais bon, on va dire que non. On ne prend pas en compte la radicalité, on va dire, les 130%, quoi. Et pourquoi? Une des raisons, bah, c'est pour respecter la traque. Mais dans le cadre de Agriora 2050, oui, on intègre l'accélération, et je vous montrerai donc des graphiques après. Mais là, on est bien clair qu'on ne respecte pas la traque, ça nous donne des équivalents de température en fin de siècle de l'ordre de 6,5 degrés à 7 degrés en plus, quoi. Hein. Et ça, c'est sans accélération supplémentaire, hein. Je tiens à le dire. Alors, donc, ce que n'impose pas donc, la traque du ministère de la Transition écologique, mais que nous, on respecte, c'est que la conformité et la compatibilité en fait, de trajectoire, elle ne soit pas uniquement sur les températures moyennes annuelles, mais nous, on s'impose que ça soit également sur ce qui est territorial, parce qu'il y a des fluctuations à l'intérieur d'un territoire, enfin, surtout toute la France, mais même le Massif central, ça bouge pas mal, et encore plus la compatibilité donc d'un point de vue donc sous-annuel, c'est-à-dire saisonnier. Et là aussi, il y a des divergences importantes. Si on ne fait pas comme ça. Qu'est-ce que ça donne si on ne tient pas compte de ça? Donc ça, c'est un graphique un peu ancien, mais je l'aime bien. C'est donc ce qu'on avait donc, en point noir, c'est donc la moyenne des températures maximales donc, du printemps sur Clermont-Ferrand. Donc ça, c'est observé donc, en point noir. Ce que vous avez donc en point de couleur, là, ce sont une moyenne de 10 modèles, donc en scénario 4.5, donc qui ressemble à la traque, sauf à la fin de siècle, un tout petit peu, mais qui ressemble à la traque, donc les points verts. Les points rouges, donc scénario le plus émetteur de gaz à effet de serre, donc 8.5. Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire déjà qu'on confirme le fait qu'en termes de tendance, la tendance observée va environ 4 fois plus vite que les tendances simulées, quel que soit le scénario. Et ensuite, on peut le lire aussi de manière horizontale, c'est-à-dire que la température à laquelle on est arrivé donc en fin de siècle, alors on va prendre l'équivalent traque, c'est-à-dire que le vert là, et puis on prend environ 1 degré, je vous demande de faire confiance, on arrive à ce que la traque nous dit, on arrive aux alentours de 17 degrés à la fin du siècle sur Clermont-Ferrand, en moyenne des températures maximales du printemps. Où est-ce qu'on en est actuellement donc en observation, en espérant, si vous voulez, 2025, on en est quelque part vers 18 degrés et demi. C'est-à-dire que sur ce paramètre qui est très important pour l'agriculture, pour le démarrage de végétation, enfin bref, qui est très important, très significatif, vous pensez regarder le futur, y compris jusqu'à la fin du siècle, mais en fait, vous regardez déjà le passé du climat. Si vous appliquez ça directement, vous faites de la contre-adaptation. Donc c'est pas juste, on va dire, une question de trajectoire qui irait dans le même sens, mais qui irait plus vite. C'est aussi à cause d'un problème, on va dire, de période de référence sur le passé. Donc sur le passé, on était au bon endroit. Bah oui, mais comme on part 4 fois trop lentement, ce qu'on pense être le futur, on l'a déjà dépassé maintenant. C'est une question du théorème de Thalès, mais voilà. Mais ça se voit bien aussi avec des photos. Et donc j'en ai fait d'autres. Alors là, j'ai choisi la station de Lyon-Saint-Exupéry. Pourquoi? Donc c'était Madame Milray qui en parlait, donc de ces accélérations. Parce que Lyon-Saint-Exupéry, c'est à la jointure, enfin c'est commun aux deux domaines, AP3C et Agriora 25 ans. Donc on va pouvoir voir les deux. Donc si on n'intègre pas les accélérations, et si on se limite donc, aux observations jusqu'en 2015, voilà ce que donnent les observations en point noir, donc des jours chauds supérieurs à 25 degrés, et les projections donc, de la P3C. Alors il y a 10 000 projections, mais pour pas avoir 10 000 points par année, donc j'ai fait des statistiques associées. Au niveau central, vous avez la médiane, mais qui est confondue avec la moyenne, voilà, pour ce genre de paramètres. Et de part et d'autre, vous avez les années quinquennales, qu'on appelle aussi les quintiles, et de part et d'autre encore, vous avez des années décennales, c'est-à-dire qu'on appelle aussi des déciles. Donc voilà comment on est, voilà l'évolution donc, qui est compatible
avec les trajectoires observées. Quand on passe à Ageonora 2050 avec les accélérations, donc déjà vous avez les 10 dernières années de données observées, ce qui fait raidir la pente, et vous avez l'accélération. Donc là, pourquoi est-ce que nous, on a choisi, moi j'ai choisi de mettre cette accélération uniquement donc centrée sur 2040, c'est à cause de ces histoires de fluctuations, on va dire, de la dérive nord-atlantique. C'est des périodes de 30 ans qui vont à la hausse, qui vont à la baisse, et il se trouve que la prochaine période sur laquelle on va repartir à la hausse, c'est 2040. Donc, j'ai choisi de concentrer l'accélération, on va dire, en 2040. Si on faisait une accélération continue, ça serait hélas encore un peu plus raide que ça. Et comme à P3C, on se positionne systématiquement sur des évolutions minimales vraisemblables, et ben même si on intègre les accélérations, on les a intégrées de manière minimale. Voilà pourquoi bon, ça a été fait également. Et maintenant, je vais superposer les deux. C'est vrai que je ne le fais pas tout de suite parce que c'est un peu compliqué. Voilà, donc là, il y a eu la superposition des graphiques et j'ai rajouté en point rouge et uniquement en médiane ce que vous pouvez aller chercher sur Dryas ou Climadiag. Donc on va le lire. Qu'est-ce qu'on obtient donc en 2050 sur la zone donc, de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry? On obtient un nombre de jours supérieur à 25 degrés qui vaut environ 87. Qu'est-ce qu'on obtient avec les projections à P3C standard qui respectent la traque? On obtient environ 102, et si on intègre les accélérations, bah, on est à 117, c'est-à-dire un mois de plus que ce qui vous est donné dans la traque. Et en sens inverse, si on le lit de manière horizontale, donc ce qui nous est projeté, ce que plein de gens utilisent vers 2050 pour le nombre de jours supérieur à 25 degrés, donc voilà, c'est là. Je décale donc en projection standard de la P3C, c'est dans 2 ou 3 ans, voilà, avant 2030. Et si on intègre les accélérations telles qu'elles sont déjà enclenchées, bah là c'est 2018. On est par ici. Donc pareil, on pense regarder le futur avec Dryas Climadiag, et ben en fait on regarde déjà le passé. Et j'ai tenu sur la diapo suivante à faire un graphique justement de comparaison. J'ai fait varier le seuil, j'ai mis ça dans un tableau. C'est quoi le ratio, on va dire, de dépassement par rapport à ce que vous pouvez lire sur Dryas ou Climadiag. Si vous avez le seuil de 25 degrés, ben, le graphique précédent il vous donne 36% de plus, en tenant compte des observations et des accélérations. Si on passe au seuil de 30 degrés, c'est 77%, et au seuil de 35 degrés, c'est pratiquement le double. Donc au plus votre problème sanitaire, on va dire dans ce cas-là, il est grave, au plus vous sous-estimez ce qui est en train de se passer en utilisant donc Dryas ou Climadiag, en utilisant la traque, telle qu'elle a été interprétée dans ces portails. Ça c'était oui, donc, toujours pour les TP du printemps, donc avec le nouveau site de Solagroup qui s'appelle Climadiag Agriculture. La question c'était par rapport à ce que je vous ai montré sur l'ancien site Canary, est-ce que par hasard il n'y a pas une petite amélioration? La réponse est oui, c'est qu'au lieu d'être faux d'un facteur 5, c'est faux d'un facteur 4. Franchement, ça ne fait pas la différence, quoi. Donc effectivement, il y a toujours une légère amélioration, on va dire, mais par rapport à la divergence énorme, c'est pas ça qui résout la question, quoi. Et la réalité, en termes de demande évaporatoire, va bien plus vite que ce qui est actuellement commun. Donc moi, là, j'ai vraiment terminé sur tous ces aspects méthodologie et track, et maintenant, je vais vous décrire, donc, voilà ce qui est en train de se produire. Sous-entendu, les projections standards à P3C sauf une diapo, donc respectant la track sur le massif central. C'est OK? Oui. Est-ce qu'on peut prendre une petite question quand même Pauline, peut-être que tu voulais prendre... Ou c'est trop tard, la question. Non, c'est qu'en fait, du coup, comme le scénario Dryas, il s'appuie sur le scénario 8.5, qui est finalement plus... qui est pas celui qui est normalement proposé dans la track. Est-ce que du coup c'est pas mieux finalement qu'ils respectent pas ce cadre de la track pour que du coup ce qu'on propose en utilisant les données de Dryas soit un petit peu plus proche de la réalité ou... Hélas non. Pourquoi? Parce que dans les premières dizaines d'années, vous voyez la diapo avec les points de couleur là. Vous voyez le scénario 8.5, c'est les rouges. Regardez ce qui se passe dans les premières décennies après le présent, à cause des augmentations radicales de poussière dans l'atmosphère que suppose ce scénario. Pour les premières décennies, en fait, il est encore plus bas que les autres. Alors nous, ce qui nous intéresse, dans le cas
de la P3C, c'est les premières décennies, je veux dire, c'est l'application opérationnelle à l'agriculture. Voilà. Effectivement, on est échéance 2100, pourquoi pas, mais pour ce qui est plus proche, c'est-à-dire pour vraiment l'adaptation opérationnelle, bah, c'est le pire, quoi. Merci. Je crois qu'il y avait Thibaut, tu voulais poser une question. Oui, moi, ma question, c'est, du coup, là, en fait, vous comparez par rapport à un point de grille de 8 km x 8 km, si j'ai bien compris, en valeur. Mais du coup, en fait, si on disposait de méthodes pour, en gros, comparer les distributions entre une station donnée et puis ajouter le signal climatique des modèles, on tombe plus ou moins sur des résultats associés. En fait, c'est lié au fait que on n'a pas une fonction de transfert entre la maille de 8.8 et le point très local auquel on Je peux vous le faire avec les mains. En fait, l'explication plus complète, je l'ai faite dans le cadre de la conférence que j'ai donnée donc, sur le colloque Environnement et Climat en 2025, le colloque de Port-Ventre. Mais je veux bien vous le refaire, parce qu'en fait, la fonction de transfert, elle est relativement simple pour... je vais retourner, voilà. Hop, on est là. En fait, ce qu'il faut faire, c'est... parce qu'effectivement, les points noirs sont observés sur un aéroport et c'est un peu plus chaud que ce qui se passe sur la maille 8.8. On est bien d'accord, c'est ça votre remarque. Oui. Et en fait, le décalage, il est de l'ordre de 1 degré à 1,5 degré. Donc, qu'est-ce qu'on obtient en track? On va faire ce décalage. Et il doit être fait, on va dire, sur à peu près le centre de la période de référence. On va faire ce décalage. Donc, on va partir de ce que la track obtient aux alentours de 16 degrés, par 16 degrés et demi. Et on va rajouter, donc, en étant large, 1,5 degré. On arrive à 18. En tenant compte du fait que sur les points rouges, enfin sur les points de couleur, c'est la maille, et sur les points noirs, c'est l'observation. Ok? Et qu'est-ce qu'on obtient donc? Donc on a dit, ok, projection 2100, en respectant la track et en faisant le transfert, on arrive à 18 degrés. Et qu'est-ce qu'on obtient donc en espérance en 2025? 18 degrés et demi. Et ben on est quand même au-delà. Ouais, ok. Mais en général, je ne donne pas l'explication complète parce que c'est un peu compliqué. Vous comprenez bien, mais sur les interlocuteurs, il y en a qui ne saisissent pas, on va dire, ce genre de choses. C'est pas une volonté de cacher de l'avant. Oui, donc même en fait, parce que là, par exemple, Météo France, ils ont pour projet du coup, de disposer de nouvelles analyses, notamment l'analyse ARA, d'ici 2027, et ça, même ça, bon, ça va améliorer peut-être en partie les choses, mais même ça suffira pas non plus à compenser les écarts. C'est marginal, et j'ai déjà eu on va dire des discussions assez poussées. Ils refusent catégoriquement de modifier les pentes, parce qu'il se trouve que ça brise la physique quand vous faites ça. J'en ai bien conscience. C'est-à-dire qu'on brise la physique. Bah oui, ok, mais nous, notre propos, comment dire, d'accord, c'est plus un modèle explicatif du changement climatique. Ok, on accepte, mais au moins, on respecte la trajectoire telle qu'on l'observe. Voilà, mais en fait... Ça veut dire quoi, ça brise la physique? Si vous faites la modification de pente des trajectoires point par point, et qu'ensuite vous regardez les résultats spatialisés, ça devient... il n'y a plus de cohérence physique. C'est-à-dire que si vous essayez d'appliquer la physique à ces trucs-là, d'une manière instantanée, c'est n'importe quoi. D'accord. Alors qu'à la base, si vous voulez, les modèles physiques du climat sont des modèles météorologiques, donc ils fonctionnent, je sais pas quoi, minute par minute, enfin je crois que c'est 15 minutes par 15 minutes, et puis voilà, vous voyez les phénomènes évoluer. Si vous faites la transformation que nous on fait dans la P3C là-dessus, ça part dans tous les sens, il n'y a plus de cohérence, enfin, vous avez les nuages qui se séparent, bref, voilà, mais nous, c'est pas notre propos. Notre propos, c'est pas de faire de la cohérence physique instantanée, notre propos, c'est qu'en statistique, en climat, oui, ça soit cohérent, et en plus, ça permet, enfin, c'est surtout à la base, ça permet de respecter les trajectoires telles qu'elles se sont réellement engagées depuis 50 ans. Hein. C'est pas comme Claude Allègre qui prenait 2 points distants de 10 ans et qui disait, vous voyez bien que le climat se refroidit. Hein. C'est quand même 50 ans d'observation au continu, donc ça commence à être robuste, on va dire, en température très robuste, et sur les bilans hydriques, ça commence à être robuste également. Donc, si c'est OK sur la méthode, je vais vous présenter les résultats. Il y a une dernière petite question dans le chat. De Antoine, je la lis, sauf si tu veux la dire à vote. Oui, donc merci pour toutes ces explications. Néanmoins, moi, je n'arrive pas à comprendre comment des modèles de prévision
c'est possible de les diffuser, de les faire sans recaler sur les observations. Je bug là-dessus sur le fait que, si j'ai bien compris, ce que vous nous expliquez, c'est que voilà, on recale pas avec les observations, de sorte qu'on regarde le passé. Et je bug là-dessus, c'est-à-dire comment c'est possible qu'on propose des modélisations et des projections qui ne recalent pas avec l'observé à date. Ok. Alors, j'ai fait un peu de documentation là-dessus sur sur le site du CIDAM, projet AP3C, il y a de la documentation méthodologique, mais je vais vous le dire, en fait, soyons honnêtes, on ne peut pas, à l'intérieur des modèles, on ne peut pas intégrer des observations. Ça fout le bazar pendant des décennies. Alors certes, on part bien d'une situation météorologique ou climatique cohérente au début des échéances, vers 1850, et ensuite, si vous réinjectez les observations de là-dedans, ça part dans tous les sens pendant plusieurs décennies, le temps que la physique redevienne cohérente, le temps que le modèle retrouve son climat. Il faut que le modèle trouve son climat. Bref. Mais a posteriori, une fois que le modèle a tourné, oui, on peut faire des recalibrations par rapport à l'observation. Mais comment est-ce que sont faites ces recalibrations, y compris les plus modernes, y compris maintenant? Sur une période de référence, 20 ou 30 ans, peu importe, sur une période de référence, vous ajustez essentiellement les distributions. C'est-à-dire la distribution simulée, elle est calée sur la distribution observée. Et quand vous faites ça, vous ne changez presque rien à la tendance. C'est-à-dire à l'intérieur de la période simulée. Ça bouge un tout petit peu, mais presque rien. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, je pense, même si ça reste complexe. Et après, peut-être il y a une autre dimension, c'est l'aspect tipping point que vous avez dit. Alors, moi, je m'étais beaucoup posé la question justement sur tout ce qu'on manipule comme données quand on fait des diagnostics des portraits climatiques, où on manipule les météo France et où les points de bascule, moi j'avais bien compris que c'est pas intégré dans ces simulations-là. Du coup, là, ce que l'on c'est que vous intégrez ça, et est-ce qu'il y a d'autres points de bascule qui sont encore non intégrés, même dans la P3C? Alors, dans Agri-Aura 2050, le point de bascule que je vous ai montré en 2010-2015 au niveau global est intégré, même si on ne connaît pas la cause physique. Soyons clairs, on n'en connaît pas la cause physique. Mais c'est observé. Par contre, ce que je vous ai indiqué, c'est que c'est très optimiste vis-à-vis du futur. Si vraiment ça vous intéresse, allez voir les travaux de Timothy Langton, qui est un spécialiste anglais mondialement connu sur les tipping points. Bon, c'est tout en anglais, mais voilà. Mais il y a quelques résumés et vous verrez que oui, il y en a d'autres qui sont vraisemblables, qui sont probables d'ici la fin du siècle, surtout si on est dans le cadre de scénarios fortement émetteurs de gaz à effet de serre, mais quand même, c'est pas si improbable que ça si on est dans des scénarios faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. Donc ça c'est vraiment très optimiste, très gentil qu'on n'ait pas d'autres points de basculement qui soient dépassés dans les décennies à venir. Okay. D'autres points de bascule sur quel sujet? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a j'ai pas tout en tête. Il y a la transformation profonde de l'Amazonie, en particulier en savane. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une débâcle massive des... attendez, c'est quoi? Il y a quelques endroits, on va dire, dans la planète, une transformation de mousson. Il y a quelques zones sur la planète où, si vous dépassez un certain point, en particulier sur l'Amazone, si vous dépassez un certain point d'évaporation, vous ne pouvez plus reconstituer la forêt. C'est-à-dire que la forêt, elle existe tant qu'elle existe, si vous voulez. Mais une fois qu'elle commence à être dégradée, non, ça ne revient pas en arrière, sauf avoir un management humain massif, mais déjà qu'on n'est pas capable de ralentir le changement climatique, attends même pas qu'on va terraformer la Terre. Alors, c'est-à-dire, on peut le dire à des gens comme Musk et autres, c'est qu'au lieu d'aller terraformer Mars, il y a une planète qui en a besoin, c'est la Terre. Donc, si vraiment ils veulent, c'est une désentrée. Donc, déjà, il y a aussi la question, nous, on s'est volontairement placé systématiquement dans le cadre du minimum vraisemblable. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait AP3C, avant AP3C, il y avait la même chose sur la Creuse uniquement. Mais lorsqu'on est passé donc de la Creuse au Massif central, il y a déjà eu la question, est-ce qu'on intègre l'accélération ou pas?
et une analyse des données, et l'analyse des données nous dit, ah, pour l'instant, c'est pas encore, on n'est pas certain que ça soit significatif l'accélération, donc on va pas la mettre. Nous, c'est toujours comme ça. Et pareil, l'accélération qu'on met dans le cadre de l'Agriora 2050, là, c'est au minimum possible parce qu'on y est obligé, quoi. Donc on se place systématiquement au minimum vraisemblable, mais au minimum vraisemblable qui intègre ce qui est en train de se passer en termes de trajectoire. Donc là, essentiellement, je vais vous présenter donc, des projections AP3C standard. C'est OK? Voilà ce qui est en train de se produire. Ouais. Voilà ce qui est en train de se produire en température, précipitation, évapotranspiration potentielle et bilan hydrique potentiel, donc pluie moins ETP. Donc en température moyenne annuelle, donc là sur notre grand domaine AP3C standard, bah, vous voyez les évolutions. Donc déjà, pour la température moyenne annuelle, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez une gamme qui est relativement importante, hein, plus ou moins 10%, on va dire, entre 1,7 degré et 2,1. Voilà. Donc déjà, on ne peut pas avoir une valeur uniforme, ce paramètre qui est très intégré. Ça, donc, c'est sans accélération. Donc, je vous demande de regarder les observations, les projections qui sont faites du côté de l'extrémité de la Saône-et-Loire. Là. Pourquoi? Parce qu'après, vous aurez donc, la diapo suivante, il faudra regarder aussi là. Donc, en 50 ans, vous avez au maximum, on va dire, 2 degrés pour faire un rond. Diapo suivante. Donc, une des premières cartes, vous êtes les premiers à voir des cartes, la première carte du projet Agriora 2050. Qu'est-ce que ça donne si on intègre les accélérations? Alors là, l'évolution, attention, c'est 1980-2060, donc c'est 80 ans. Mais les valeurs obtenues, donc quelque part du côté de la Saône-et-Loire, là, bah, on est plutôt aux alentours de 5 degrés. C'est-à-dire que certes, la période, elle est 60% plus longue, mais les valeurs sont 2,5 fois plus fortes. Voilà, donc c'est ça l'accélération. C'est les mêmes couleurs, mais les valeurs sont sensiblement plus élevées. Donc là, vous voyez, en 80 ans, 5 degrés, vous mettez 100 ans, bah, on arrive à 6,5, 7. Hein. Voilà, pour les degrés par siècle. Et c'est bien à ça que ça correspond. C'est la seule diapo où vous aurez donc les accélérations qui sont intégrées. Pour tout le reste, c'est AP3C, c'est-à-dire ce qui est intégré dans le plan stratégique de la question de massif central de fondement. Alors, vous, ce qui vous intéresse, je pensais qu'il n'y avait que des gens de Aura, donc les autres diapos, la plupart, ça sera uniquement en Vermont, mais on a bien entendu sur notre site le grand domaine, hein, qui va aussi en bordure méditerranéenne, qui va aussi sur le sud-ouest, hein, pour la personne d'Occitanie. Donc, bon, j'ai pas grand-chose à dire, simplement, à l'intérieur d'un même département, regardez le Puy-de-Dôme, on peut avoir presque toute la gamme. On peut avoir 1,7 et puis aller jusqu'à 2 degrés. Quoi. Donc, il peut y avoir déjà une diversité spatiale relativement importante pour ce paramètre intégral. Et puis si on fait un zoom, là c'est pour vous donner une idée de la précision géographique qu'on peut obtenir dans le cadre de la AP3C. Bah, voilà ce que ça donne en termes de trajectoire, donc 2000-2050. Bah, on voit se dessiner assez bien les vallées de l'Ardèche par exemple, puis on a superposé dessus ce qui est le bâti, sachant que nous, on n'intègre pas, soyons clairs, on ne fait pas de climatologie urbaine. Là, le bâti, il est mis uniquement, je ne vais pas dire décoratif, mais pour vous aider à vous repérer. Quoi. C'était agricole, le but, c'était pas de faire de la climatologie dans les bâtiments, etc. Dans les parcs urbains, non, c'est pas bon. Le printemps, alors là, le printemps, dès qu'on passe au niveau saisonnier, vous avez des différences, on va dire, intra-départementales plus importantes. Par exemple, on peut regarder l'effet de vallée. On voit bien que les vallées, on va dire, concentrent les augmentations de précipitations sur le Cantal en particulier. En plein cœur de la vallée, vous avez 2,5 degrés donc en 50 ans, et puis en sens inverse sur les crêtes, enfin pas toutes, hein, mais sur les crêtes, sur certaines crêtes, vous avez donc aux alentours de 2 degrés. Donc aux alentours de, dès qu'on arrive d'un point de vue saisonnier, la diversité, on va dire, même intra-départementale devient plus importante. Là, on a plus ou moins 20%, on va dire, sur cette température, sachant que en moyenne, c'est au printemps que les températures évoluent plus vite, alors que ce qui vous est donné dans la modélisation physique globale, c'est en été. La réalité sur du changement climatique sur le massif central, c'est au printemps. Cependant, même si c'est au printemps que les températures évoluent plus vite en moyenne, vous avez une augmentation de la variabilité associée au changement climatique. Et voilà ce que ça donne. Donc, la date de dernière gelée, donc là c'est en nombre de jours ou en numéro de jours. Sur votre gauche, vous avez les années décennales précoces, c'est-à-dire favorables, et sur votre droite, vous avez les années décennales tardives, c'est-à-dire défavorables, quand le gel se produit tard. Alors, on va dire, pour simplifier, que c'est la même carte, même si après on peut chipoter,
Mais simplement, ce que je vous demande de regarder, ce sont les échelles. Ben, c'est pas la même échelle. C'est-à-dire que dans les années tardives, regardez en particulier les valeurs violettes, là, sombres. Alors, dans les années précoces, bah, même dans les zones bleues foncées, ça se contracte un peu. Mais dans les années tardives problématiques, bah, dans les zones foncées, non, ça se contracte pas. C'est-à-dire que vous avez un accroissement de la problématique liée aux dernières gelées de printemps, qu'il faut en plus combiner avec le fait que comme les températures en moyenne évoluent rapidement à la hausse au printemps, bah, les végétaux vont démarrer plus rapidement. Mais après, il y a quelques zones jaunes où finalement le gel devient plus tardif, ok, mais les zones bleues, bah non, le gel il devient pas plus tardif. Et donc là, c'est extrêmement problématique sur les zones donc, qui sont à gel tardif. C'est clair ce que je raconte? Pas trop. Là, j'avoue que c'est un peu compliqué. En gros, qu'est-ce que ça parce que là, cette année, on voit très très bien en fait les températures très élevées, la végétation elle part avec le risque de gel. Bon, moi j'ai perdu tous mes arbres fruitiers là, c'est bon. Et du coup, entre les deux cartes, les deux cartes nous disent que finalement. Précoce, ça veut dire que c'est décennale précoce, ça veut dire que le gel s'arrête tôt. Donc quand le gel s'arrête tôt. Et tardif, ça veut dire que le gel voilà. part. Quand le gel s'arrête tôt, ben oui, regardez la gamme des valeurs, finalement ça se contracte rapidement, donc les années favorables deviendront plus favorables à l'avenir. Éventuellement il n'y aura plus de gel dans certaines années. Par contre les années défavorables, ah là là, elles ne deviennent pas plus favorables. Regardez la couleur la plus foncée, le -8 là, pour les années précoces, donc ok, ça se contracte. Pour les années tardives, c'est tout le temps. C'est-à-dire que ce -8, ça veut dire que le dernier jour de gel aura lieu une grosse semaine plus tôt que la référence. Et c'est les zones les pires, hein, parce qu'en jaune, vous avez 3 semaines ou 4 semaines plus tôt. Hein. Mais on va prendre que les zones bleues. Ouais. Donc en année, qui ne sont pas donc bénis des lieux, en année favorable, ça se contracte quand même. Et en année défavorable, tardive, bah, ça se contracte pas. Au contraire, c'est positif. Ça part dans l'autre sens. Si vous faites une moyenne, vous avez déjà une précocité. Bah, c'est pas tout n'est pas indiqué à la carte. Mais si vous faites la moyenne sur toute la zone, vous avez déjà une précocification de la date de dernière gelée qui est moins rapide que la précocification du redémarrage. Ça veut dire que en moyenne, sur toute la zone, vous avez une aggravation des dégâts associés au gel. Mais en plus, si vous êtes dans la zone bleue, vous avez un effet supplémentaire. Qui est le fait que, à date calendaire, la date de dernière gelée, elle peut être carrément reculée. C'est-à-dire que c'est pas une précocification moins importante que la précocification de date de redémarrage de végétation, mais c'est carrément une date qui recule dans l'année sur votre calendrier. Donc le dernier gel sera encore plus tardif. C'est ça que ça dit sur les années décennales sur les zones bleues. Les années décennales tardives sur les zones bleues. D'accord. Donc c'est encore pire. Ok. Par contre, si vous êtes sur les zones jaunes, ouais, peut-être que ça s'aggrave pas. Voilà. Parce que vous avez une précocification qui est assez des derniers gels qui est assez rapide. Vous comprenez? D'accord, ouais. Ah ouais. On y va. Donc, la température moyenne en été, comment ça évolue? Alors, sur le pourtour du Massif central, on voit effectivement que les couleurs sont en train de bouger fort. Par contre, au centre du Massif central, bah, ça n'a pas l'air de bouger hein, sur les altitudes. Donc, juste derrière, je vous ai fait la carte des évolutions. Et effectivement, alors on retrouve en périphérie du Massif central, là où il n'y a pas trop de relief, ce qui nous est donné par les modèles physiques du climat, avec à peu près la bonne dose, c'est-à-dire des évolutions assez rapides, donc de 2,5 degrés, on va dire 2 degrés, 2 degrés et demi d'évolution de température moyenne estivale en 50 ans. Par contre, en plein cœur du massif, bah, ça évolue presque pas. Et en fait, ça, c'est cohérent avec ce que je vais vous montrer derrière sur les précipitations, et c'est aussi cohérent avec le phénomène physique. Vous apportez de la chaleur avec des reliefs, tant que l'atmosphère n'est pas trop sèche, et ben ça fait du soulèvement qui fabrique des nuages et qui bloque donc le rayonnement, et c'est pour ça que vous limitez la température. Tant qu'il ne fait pas trop. Et ça, c'est pas contradictoire avec le fait qu'on entend souvent dire que dans les zones de montagne, le réchauffement est plus rapide qu'ailleurs. Ça, c'est faux. C'est faux. Ça dépend des altitudes.
En fait, ce qu'on peut montrer, est-ce que je vais montrer au niveau annuel? Je vérifie. Là, je vais reculer. Non, voilà. Hop, voilà. Là, ce que vous voyez sur le Massif central, regardez pas l'ouest de la France, mais essayez de rester sur le Massif central, ou alors on va regarder carrément le Cantal. Au plus vous montez en altitude, au moins il y a d'évolution de la température. Oui. En fait, ça dépend de la gamme d'altitude où vous vous trouvez. Si on va dans les Alpes, parce que je commence à avoir quelques informations avec le nord des Alpes, il semblerait que la bascule se fasse quelque part vers les 2000 mètres. Okay. À partir de 2000 mètres, ça repart dans l'autre sens. Avec les interactions avec la neige qui reste longtemps l'hiver, avec quelques glaciers, etc. Par contre, dans le Massif central, non, on n'atteint pas les altitudes où on peut avoir ce genre de choses. Ok, merci. Voilà. Par contre, il y a quand même l'effet albédo qu'on a quand même dans les montagnes qui joue. En hiver. Et je vais vous montrer juste après. Ça dépend si on parle des températures moyennes annuelles ou des températures hivernales. Non, effectivement. Voilà, c'est la moyenne annuelle. Mais c'est vrai qu'en hiver, ça a des conséquences particulières quand même. Voilà, c'est ça. Mais vous inquiétez pas, je vais vous parler. Donc là, c'est bon, on est tous inquiets, hein, c'est bon. Moi, je dis les choses, franchement, voilà, c'est bon. Parce qu'il vaut mieux connaître la véritable trajectoire pour avoir les meilleures capacités de s'adapter à ce qui se passe en ligne. Donc les températures extrêmes, donc là j'ai choisi les températures supérieures à 32 degrés, voilà comment ça évolue donc en 50 ans. Qu'est-ce que je peux dire là, c'est spectaculaire sur le sud de l'Ardèche là. On passe de quelque chose comme 20 jours à 40. Voilà. Donc multiplié par 2 en 50 ans. C'est plus fort que ce qui est dit habituellement. Et il semblerait donc qu'au niveau des montagnes, ça soit protégé. Oui, d'un point de vue absolu, si vous voulez, les 32 degrés, oui, effectivement, c'est quand même difficile de dépasser ces températures à 1500 mètres d'altitude en particulier. Par contre, d'un point de vue relatif, ce qui n'est pas mis sur la carte, ça augmente plus vite en pourcentage, si vous voulez, à cause de l'augmentation de variabilité des climats. En hiver, donc on va parler d'albédo, Donc en hiver, ce que vous avez en pourtour du Massif central, donc c'est une élévation assez gentille, on va dire, du changement climatique. Par contre, en plein cœur, regardez, la décoloration elle est forte. Donc là, c'est la situation 2000 et 2050. Donc juste derrière, je vous ai mis l'évolution. Et à peu de choses près, c'est le négatif. Il y a un peu de bruit quand vous voyez le noiret. Mais quand même, si on regarde un peu loin, on voit donc que les évolutions maximales de la température en hiver, c'est sur les zones, principalement sur les zones d'altitude. Et ça, effectivement, c'est une question d'albédo. C'est-à-dire, autant en moyenne annuelle, ça marche pas sur le Massif central, autant en hiver, oui, c'est question d'albédo, ça marche sur le Massif central, c'est-à-dire que ces évolutions radicales à la hausse de température, en hiver, c'est la saison sur laquelle ponctuellement la température évolue plus vite à la hausse. Ça correspond au fait qu'autrefois, vous aviez beaucoup de neige l'hiver, et que désormais, vous en avez de moins en moins. Et quand vous remplacez une surface qui est blanche, qui réfléchit le rayonnement, par une surface qui est verte, s'il y a de l'herbe, ou marron, s'il y a du sol, elle stocke plus de chaleur, et donc, elle permet aussi de fondre plus rapidement ce qui reste de neige. Donc on est dans un phénomène d'entraînement jusqu'à temps qu'il y ait presque plus de neige en hiver. Et pendant les quelques dizaines d'années où la neige naturelle est en train de disparaître, et elle est en train de disparaître sur le Massif central, vous avez des élévations rapides, radicales, de température moyenne en hiver, donc sur ces zones-là. Et ça ne fait pas du tout aux gens qui veulent aménager des stations de ski, etc. Mais c'est comme ça, c'est en train de se produire. Alors maintenant, j'ai terminé pour les températures. Je vais parler donc des précipitations et puis ensuite du bilan hydrique. Donc les précipitations, voilà comment ça évolue en cumul annuel. Même s'il y a des couleurs un peu vives, les valeurs sont faibles. Alors vous, je suppose que ça vous intéresse pas. Ah si, je crois qu'il y a quelqu'un d'Occitanie. Donc regardez ce qui se passe donc sur l'extrémité sud-ouest du Massif central. En fait, l'incertitude statistique associée aux projections de précipitations, c'est de l'ordre de 70 mm. Donc en fait, la seule zone où on peut dire que c'est statistiquement significatif, c'est ce qu'il y a sur le Lot, le bassin de Brie, et puis ensuite une partie du bassin de la Garonne, même si nous, on n'est pas précis quand on est à l'extrémité, on va dire, ouest de la carte. Mais voilà, quand on va vers le sud-ouest du Massif central, oui, il y a une diminution du cumul annuel de précipitation. Ailleurs, on est dans l'épaisseur du trait. On est en non-évolution du cumul annuel. Et ça, ce que vous dites là, c'est valable partout en France. C'est-à-dire que l'épaisseur du trait c'est 70 mm, c'est-à-dire que si on a des évolutions qui sont inférieures à 70 mm, elles sont pas significatives. C'est dans le cadre de la méthode qu'on a développée sur le Massif central. D'accord. Donc si je l'avais fait sur une autre zone, je pourrais vous répondre.
Ok. En fait, D'accord. au lieu de le faire en valeur absolue, j'aurais dû le faire en pourcentage. Je me suis rendu compte après. Puis voilà, j'ai fait en valeur absolue. Donc ça mélange des endroits où vous avez 700 mm de cumul annuel et des endroits où vous avez 1500. Donc j'aurais dû faire en pourcentage. Ok. Et du Mais, coup, ce qu'on se dit là, c'est pas mal, parce que en fait, cette interprétation des évolutions des précipitations, alors nous, on utilise DRIAS, hein, on a beaucoup de mal à en tirer quelque chose, et donc ce que vous dites là, c'est pas du tout vrai pour DRIAS. Alors, sur le cumul annuel, voilà, c'est une bonne question. Peut-être que sur le cumul annuel, c'est cohérent. Peut-être. Hein. D'accord. Sachant que, ce qui est cohérent, sachant que Drias dit qu'on peut rien dire, quoi. Et là, Oui. je vous dis qu'à peu près partout, on peut rien dire. Sauf sur le sud-ouest de la France. Il faudrait vérifier sur le sud-ouest de la France ce que donne Drias. Oui, mais DRIAS montre pas. la même chose que vous, sur le sud-ouest de la France. Une non-évolution significative du cumul annuel, voilà. Sur ce coup-là, on va pas critiquer, quoi. Ouais. Sur le sud-ouest, si les évolutions sont un tout petit peu plus, enfin, sont à la baisse et un peu plus significatives que sur le reste de la France, il me semble. Dans le sud, oui, effectivement. Oui, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Donc là, le signal général, il n'est pas incohérent. Mais après, ça, c'est sur l'annuel. Après, dès qu'on rentre dans les saisons, là, ça va plus pareil. Donc, on y va. Donc là, le printemps, en général, d'Andreas, il vous fait des évolutions faibles de température à la hausse combinées à des augmentations de précipitations, en général. Et ben, c'est pas du tout ce qu'on observe. Déjà, sur les températures, je vous ai dit que c'est fortement à la hausse. Et sur les précipitations, alors attention, sur cette carte, il n'y a que le vert foncé qui est en maintien, voire en augmentation. Tout le reste est en diminution. Donc oui, de manière très générale, voilà ce qu'on est en train de vivre sur le Massif central, c'est une diminution des précipitations. En été, souvenez-vous de ce que j'ai commencé à vous raconter donc, sur les estompements, on va dire, d'évolution de température. En cohérence avec ça, vous avez une augmentation des précipitations. Ceci n'est pas une blague. Une fois que les nuages sont formés, s'ils sont suffisamment développés verticalement, ils donnent des averses. Alors ce que vous dit pas la carte, c'est la qualité des précipitations. Là, c'est moi qui vous dis, ça sera pas des trucs bien réguliers comme il faut. Non, ça sera des fortes averses. Et le cumul que vous avez sur l'été, il pourrait être concentré en quelques jours seulement. Hein. Mais si on fait le cumul de l'été et si on diffuse suffisamment, on est généralement dans le cadre d'une augmentation des précipitations en été. Ce qui n'est pas la même chose que l'utilisabilité après des précipitations. Mais c'est quand même, en général, moins grave que si on était dans le cadre d'une baisse générale du cumul de précipitations. En automne, alors sens inverse du printemps, attention, toutes les couleurs c'est de l'augmentation, sauf éventuellement le marron foncé. Donc à peu près partout, c'est en augmentation de précipitation. Regardez ce qui se passe sur la Lozère et sur l'Ardèche. Donc ça, ce sont les épisodes Sednol. Alors ça, c'est un signal qui est donné par les modèles physiques du climat, l'augmentation des épisodes Sednol. Pourquoi ? Parce que ça dépend de ce qui se passe en Méditerranée, c'est plutôt un phénomène à la base de grande échelle, donc c'est normal qu'il soit assez correctement représenté dans les modèles physiques du climat. Simplement, en observation, ça va environ 2 fois plus vite que ce qui est simulé. Voilà. L'augmentation de la quantité de précipitation associée aux épisodes Sednol. Ponctuellement, on peut avoir 250 mm de précipitations supplémentaires sur un trimestre en 50 ans. Franchement, ils n'en avaient pas besoin. Et voilà. En général, c'est ça le changement climatique. C'est une aggravation des problèmes. Il y a quelques exceptions. Mais en général, c'est dans ce sens-là. Donc ça, c'était l'automne. Et pour terminer l'hiver, alors l'hiver, à partir du blanc, c'est négatif. Donc, majoritairement, c'est négatif. Et ça aussi, assez souvent, c'est le contraire qui est indiqué donc, dans Andreas, qui donne une évolution plutôt positive des précipitations en hiver. Alors, en fait, sur le Massif central, il y a un effet de masquage, vraisemblablement des Pyrénées, mais peu importe l'explication physique, en réalité, ce qu'on observe, c'est plutôt une diminution des précipitations. Et donc là, c'est une aggravation très sensible des problématiques de recharge hivernale, que vous n'avez pas vous n'avez pas autant en tout cas, lorsque vous regardez ce qui se passe sur Andreas. Donc ça, c'était les précipitations, mais dans un bilan hydrique, il faut aussi regarder donc l'autre côté, c'est-à-dire la demande évaporatoire, comment ça évolue. Donc, pour ceux qui s'y intéressent, c'est l'ETP de Penman-Montis, qui est utilisé dans les bases de données observées de Météo France jusqu'à présent. Donc voilà comment ça évolue. Alors attention, le blanc, le plus clair, là, c'est déjà une augmentation de la demande évaporatoire de 80 à 100 mm, donc c'est absolument pas négligeable. Et au plus on va vers le rouge,
bah, au plus c'est fort. Du côté donc, de la plaine de la Limagne, on est déjà vers les 150. Et quand on est en extrémité sud-est, bah, on peut atteindre les 180 voire 200 mm d'évaporation supplémentaire. Sachant que comme les précipitations ne diminuent pas en général, bah, la dégradation elle vient essentiellement donc, de la demande d'évaporateurs supplémentaires. Sauf sur la région sud-ouest. Et c'est pour ça donc, qu'il faut faire une carte de bilan hydrique potentiel. Donc sur la majeure partie du massif central, la dégradation du bilan hydrique potentiel, bah, c'est la même chose que ce que vous aviez vu sur la carte de TP. Voilà. Donc là, c'est en négatif, alors que le TP, c'est en positif. Mais vers le sud-ouest, il faut combiner avec la baisse des précipitations. Voilà pourquoi, lorsque vous arrivez sur le bassin de Brive, sur l'ouest de l'Aveyron, sur le Lot, puis un peu plus loin, bah, vous atteignez, bah, vous dépassez les 200 mm en plein cœur, là, du côté de Toulouse, là, parce qu'effectivement, on a utilisé quelques points sur la vallée de la Garonne, on est plutôt, on dépasse les 250 mm, on va dire, de dégradation de bilan hydrique pendant 50 ans. Là aussi, c'est approximativement 2 fois plus rapide que ce qui vous est donné habituellement par Drias. Donc les problèmes vont arriver plus tôt. En situation, on va dire, en échéance fixe, donc là vous avez 2000 et 2050, je vous demande de regarder de loin la carte. En 2000, on avait plutôt une majorité de coloris vert-bleu. Donc ça c'était pour illustrer entre guillemets le château d'eau constitué par le massif central. C'est juste une notion très basique, hein. C'est pas exact. Voilà. Mais oui, en moyenne, oui, c'était excédentaire. Quand vous regardez en situation de 2050, bah, il y a autant d'orange que de bleu, voire un peu plus, donc bah, c'est en sens inverse. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui va s'écouler, parce que vous allez avoir du stress hydrique en été, et puis vous allez avoir des débordements en fin d'automne et en hiver. Mais si vous êtes la moyenne annuelle, bah voilà, ça serait autonome, et même il en manquerait un petit peu. Quoi. Changement de situation. Hein. Là, ça va pas. Il y a des questions dans le chat. Hein. Ah pardon, donc je prends. Pauline, du coup, pour commencer. Oui, non, c'était par rapport à ce qui était dit sur le fait qu'il allait potentiellement y avoir des épisodes de pluie l'été qui pouvaient être justement intenses et enfin, de courte durée. Du coup, ça augmente aussi les risques du point de vue inondation, ruissellement, etc. En été finalement, alors que, enfin, en plus de ceux qui vont se renforcer sur l'automne. Oui, plutôt sous forme torrentielle, c'est-à-dire les bassins, les petits bassins qui réagissent vite. Et l'autre question, je propose qu'on la prenne après, parce que c'est pas vraiment cette partie-là, c'est un peu un retour sur la partie d'avant. Du coup, je me dis peut-être qu'on... D'accord. Peut-être que celle-là, après. Ok. Alors, maintenant, donc, je vais parler un petit peu donc, de projection agroclimatique, sachant que nous, maintenant on est à 37 indicateurs, mais comme vous pouvez le voir, c'est essentiellement relatif à la gestion de l'herbe. Alors, ce que je vais vous présenter, donc, c'est ce qui est en bleu foncé, là, c'est la date de redémarrage de végétation, la date de fauche précoce, et puis, justement, pour ces fauches précoces, là, qui sont en général des ensilages, c'est quoi le rapport entre les précipitations et l'UTP, c'est-à-dire comment la situation hydrique est en train de se dégrader, et puis les séquences favorables pour aller faire, pour aller couper l'herbe. Pour les autres indicateurs, donc il y en a pour les céréales, pour le maïs, pour les dérobés, et je vous montrerai uniquement la vigne pour se réjouir un petit peu, enfin, pour ceux qui le souhaitent. Avec modération. Donc on y va pour le démarrage de végétation. Donc ça c'est l'évolution entre 2000 et 2050. Donc la précocification du redémarrage de végétation, bah, pour faire simple, au plus on monte en altitude, au plus la précocification se fait rapidement. Même si bien entendu, ça va toujours redémarrer plus vite en plaine qu'en altitude, mais la différence entre les deux, elle va diminuer. Ce qui pose des difficultés pour ceux qui ont des exploitations étagées, pour des culmas, pour des gens qui mobilisent en commun du matériel. Non, ça, le fait que ça se contracte, ça va poser problème. Mais ça sera surtout donc très fort pour l'altitude. Après, souvenez-vous des dates des dernières gelées. Donc oui, ça redémarre fortement, mais vous pouvez être cassé par l'UM. Mais bah, il y a certaines années favorables où oui, ça démarre enfin. Alors après, un peu de publicité pour les comparaisons entre les anciennes cartes et les nouvelles cartes, pour ceux qui utilisaient, on va dire, les cartes qui étaient encore il y a peut-être 2 ans ou 3 ans donc, sur notre site. Voilà ce qu'on avait donc en termes de démarrage de végétation à gauche sur le Pic Dôme, et maintenant voilà ce qu'on a. Donc on s'est quand même fortement amélioré en termes de précision, réduction de bruit, et c'est pour ça que désormais on n'hésite plus à tracer donc les communes, parce qu'on arrive à avoir des différences infracommunales, et puis aussi les cours d'eau pour bien spécifier les vallées. Ça correspond, on va dire, à ce qu'on voit sur la carte des valeurs, on va dire, phénotypiques.
La date de fauche précoce. Voilà, donc ce qu'on voit là-dessus, c'est effectivement la contraction du cycle, donc d'une dizaine, voire d'une quinzaine de jours. C'est un peu plus rapide en altitude. Donc ce qu'on avait autrefois donc, en plaine, regardez ce qui se passe dans la Vie en particulier, on peut l'avoir à moyenne altitude désormais, en 2050. Ce sont des pratiques, on va dire, qui se décalent assez rapidement quand même, là pour des agriculteurs qui peuvent être pas si éloignés que ça. La situation hydrique, donc ok, on a compris que ça se contractait, mais c'est quoi la situation hydrique donc jusqu'au moment, sur la période avant où on peut aller couper l'herbe, sous-entendu précoce, donc qu'on fait en ensilage, donc de l'herbe a priori humide. Alors là, je vous demande de me croire, mais en fait, ce ratio entre la demande évaporatoire et la pluie, il commence à être problématique, ça dépend du sol, mais on va dire qu'il commence à être problématique sur les deux dernières couleurs rouges en bas, là, en dessous de 50% de stress. Pourquoi seulement 50% parce que avant il y a le sol qui compense, vu qu'on n'est pas encore tard dans la saison, ce que je vous dis est approximatif. Donc, qu'est-ce qu'on avait en 2000 éventuellement, on pouvait avoir des problèmes sur le sud de la vallée du Rhône, éventuellement un tout petit peu donc dans la Limagne, etc. Mais c'était vraiment très limité. C'est-à-dire qu'en ensilage, on allait couper de l'herbe humide à peu près partout, à peu près tout le temps. Et regardez la situation en 2050, les zones qui sont dans les deux couleurs les plus rouges, là, il y en a à peu près sur tous les départements. Ça veut dire que vous voyez arriver, y compris pour ces coupes précoces qui étaient faites exprès pour avoir de l'herbe où il n'y avait pas de stress hydrique, oui, c'est en train d'arriver. Pas partout, mais c'est en train d'arriver. Et pour le foin sec, évidemment, c'est fait. Ensuite, les conditions dans lesquelles ça peut se faire, là, ça dépend. Ça dépend, on va dire. Donc, c'est un nombre de jours où il n'a pas plu avant, et puis la période encore avant, il n'a pas plu beaucoup. Sous-entendu, c'est un indicateur, on va dire, de la portance du sol. Alors, on peut aller sur le terrain, faire la coupe de l'herbe. Donc, il y a des zones où ça s'améliore, des zones où ça se dégrade. On n'a pas de schéma vraiment très net. Par contre, il faut faire attention où les zones où ça s'améliore franchement. Regardez le sud de l'Ardèche, là. Ça correspond aussi à des zones où on avait du stress hydrique fort. Donc oui, c'est facile d'aller foutre des engins lorsque le sol est dur comme du béton parce que c'est sec. Mais simplement, vous n'allez rien récolter. C'est pour ça qu'il ne faut pas se contenter d'un seul indicateur. Voilà. C'est pas parce que c'est vert, la facilité d'aller faire le travail, que vous allez récolter quelque chose. Donc, dernier indicateur que j'ai choisi pour cette matinée, c'est relatif à la vigne. Donc, on fait des sommes de température basse 10 degrés, ça s'appelle l'indice de Huguin. Qu'est-ce que je vais vous demander de regarder parce que moi je ne connais pas par cœur, mais on va prendre le 1700, là, Chardonnay, Sauvignon blanc, Sylvaner. Alors, Chardonnay, ça va être du Bourgogne, si ma mémoire est bonne. Et puis après, 2100, Cinsault, Grenache, Syrah, 2100, ça c'est plutôt viticulture provençale. On commence à arriver à la viticulture provençale. Donc, alors, ce qui est, les deux premiers vers, on va dire que c'est pas viticole. Enfin, a priori, il n'y avait pas de possibilité de cépage cohérent. Par contre, à partir du vert clair, là, on était dans des possibilités de viticulture. Alors, regardez le massif central, c'est une forteresse assiégée. Alors, pas en altitude au-delà de 1000 mètres, d'accord, c'est pas battu avec la vigne. Mais par contre, les zones qui étaient à altitude moyenne, oui, tout ça est en train de devenir compatible avec les cultures de la vigne. Et en sens inverse, les zones qui étaient, regardez ce qui se passe donc à l'extérieur du massif central, alors regardez ce qui se passe plutôt en zone méditerranéenne, où on était effectivement déjà en limite de fonctionnement de ce qui était autrefois donc la viticulture méditerranéenne. Quand on arrive dans le violet foncé, là, 2800, ça dépasse les capacités de fonctionnement des cépages les plus résistants sur la planète. Donc ça veut dire qu'il y a des zones qui sont viticoles actuellement, et soit il faudra qu'ils changent radicalement de manière de faire, soit ça sera plus viticole assez rapidement. C'est un indicateur en fait clé. Pourquoi est-ce que ça bouge beaucoup pour la vigne? Parce que ça cumule les degrés de jour au-delà de 10 degrés et la période sur laquelle vous avez des degrés de jour qui dépassent les 10 degrés. Voilà pourquoi ça évolue très très vite à la hausse. Et bien entendu, la vigne, elle accumule toutes les températures supérieures à 10 degrés, même si ça commence beaucoup plus tôt dans l'année. Avec la problématique du gel tardif quand même, qui fait que même si sur le massif central on peut mettre plus de vignes, si le gel, enfin voilà. Là, juste comme ça, il faudrait plutôt, non pas être en fond de vallée, là où ça chauffe le plus, mais être à 3/4 de pente haut, pour justement éviter le gel radiatif, quoi.
Et là, si vous êtes exposé correctement, même si vous êtes à 700 ou 800 mètres d'altitude, ça pourra fonctionner. Pourquoi? Parce que grâce à votre configuration, vous éviterez une bonne partie des gels tardifs de printemps. Ok, ouais. C'est ce genre de conseil qu'on peut donner, quoi, pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans la viticulture. Voilà, ce que je vous ai mis à l'écran, c'est l'allié. Alors, situation 2000, 1700, là, c'est cohérent avec le vert clair, c'est cohérent avec les cépages qui sont utilisés dans le 5%, par exemple. Ok, ça marche. Par contre, en 2050, pratiquement tout le département est en violet moyen, enfin le deuxième violet, supérieur à 2100, et ça, c'est compatible avec la viticulture de type provençal. Donc, ils en font du vin, mais s'ils veulent continuer à faire du vin, il va falloir changer fortement de cépage. Voilà. Ça n'aura plus le même goût. Enfin, bref, voilà, il y a tout un tas de choses, des appellations d'origine contrôlée qui ne pourront plus dire la même chose. Enfin, il y a aussi la même chose sur l'air, plutôt sur le foin. Voilà, il y a des endroits où pour avoir du lait, du fromage, faut pas avoir d'ensilage, etc. Le changement climatique est en train de bouleverser les conditions de faisabilité, on va dire, de ce genre d'appellation d'origine contrôlée. Alors, dernier graphique, je crois, ça c'est pour, on va dire, au lieu d'avoir une carte, donc j'ai pris Lyon, Saint-Exupéry, justement, pour ressortir ce que ça donne avec les accélérations du changement climatique. Alors, on va prendre une seule valeur, la valeur 2400, qui est la limite de fonctionnement du cépage Aramon, qui était historiquement le cépage le plus résistant en France. Donc, il est à 2400. Quand est-ce qu'avec Drias, on obtiendrait ce 2400, c'est-à-dire le dépassement de ce seuil sur le nom de Saint-Exupéry? Alors, on prolonge les points rouges et on arrive quelque part à l'heure 2070. C'est-à-dire, au-delà de 2070, si vous voulez faire de la viticulture du côté de Lyon, il va falloir prendre des cépages du sud de l'Europe ou du Maghreb. Mais ces 2400, quand est-ce qu'on les obtient en projection climatique standard à P3C? On les obtient vers 2045, quelque chose comme ça. Et si on tient compte des accélérations du changement climatique, on est quelque part vers 2030-35. C'est-à-dire que quelque chose que vous pensez être à 45 ans en avance, avec une modification radicale de ce que vous faites maintenant, en fait, c'est plutôt, même pas 10 ans. Voilà. Vous avez la viticulture, pour vous donner une idée de comment ça peut bouger, à quelle vitesse ça peut bouger. Si vraiment ça vous intéresse, donc nos informations, déjà je suis là pour répondre à vos questions. Vous avez le site du projet AP3C où il y a de la documentation scientifique, technique sur quelques questions qui m'ont été posées. Et vous avez donc la chaîne YouTube du SIDA avec beaucoup de vidéos sur ce que nous on raconte à propos de AP3C et des projections climatiques et agroclimatiques. Et je suis à votre disposition. Merci Vincent. Juste avant, moi je veux quand même dire un peu par rapport à ça. Il n'y a pas dans cette partie agroclimatique, dans les conseils qui peuvent être donnés, il n'y a jamais un indice de biodiversité qui a été montré. Voilà. Ça c'est ma casquette milieu et ressources naturelles. Et parce qu'effectivement, sur la base de fauches plus précoces, etc., on a aussi, malgré tout, ça crée également quelques autres déséquilibres à côté. Quand on se précipite pour finalement couper, pour ensiler, pour ceci, cela, on a quelques inconvénients qui peuvent se faire jour côté nature. Merci. Déjà, merci pour la présentation et pour cet apport. Antoine, je te propose de poser tes questions. Ça va bien avec ce qui vient d'être présenté il y a une deuxième. Oui, donc du coup, c'est pour revenir un peu à la suite de mes questions d'avant. Alors déjà, moi j'étais tombé sur un article qui disait effectivement qu'il y avait une accélération entre 2015 et 2025. Un article grand public qui rappelait ce genre de publication. On est bien d'accord que c'est en lien avec ce que vous nous avez expliqué. Ces articles, je pense à un article de l'IB qui dit accélération depuis 10 ans, la Terre se réchauffe encore plus vite qu'avant. C'est les mêmes choses, on est d'accord. Ok. Et après, je reviens, donc vous m'avez expliqué que intégrer les observations dans les modèles, ça met le bazar parce que le temps que le modèle il retrouve son climat, etc. Mais alors du coup, vous avez réussi, si je comprends bien, à intégrer cette notion d'accélération, enfin cette notion, ce qui est observé aujourd'hui, vous l'avez intégré dans votre modèle Aura 2050, avec ce que vous appelez l'accélération. Donc du coup, c'est ça. En vulgarisant, comment vous avez fait là où j'ai cru comprendre que le faire dans les modèles GIEC, on va dire, ça mettait le bazar. Parce que nous, on n'a pas la contrainte, on va dire, d'avoir une simultanéité géographique de nos déterminations. C'est-à-dire que dans les modèles physiques du climat, vous partez d'une situation météo cohérente.
où elle devient assez rapidement cohérente. Et puis ensuite, vous la faites évoluer dans un modèle de climat, vous voyez passer les perturbations, en ouest, en automne, en hiver, etc. Nous, pas du tout. Nous, on se base sur l'ensemble des observations, mais la base du travail, elle est ponctuelle. Et c'est seulement une fois que les résultats climatiques sont sortis qu'après on fait de la spatialisation. Donc on n'a pas la contrainte, si vous voulez, que tous les points, sur chaque simulation, tous les points soient cohérents, puisqu'on ne traite que les distributions. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est pas un modèle physique. Votre méthode, c'est pas un modèle physique que vous avez déjà. C'est un modèle plutôt. Alors, pardon, si je dis statistique, scolastique, demandez quel mot, moi je sais pas le mot. Non, c'est un modèle statistique qui utilise un générateur stochastique de temps, mais de manière sensiblement plus sophistiquée que la plupart de mes collègues qui travaillent sur la stochasticité, c'est-à-dire le fait de faire vibrer les choses au hasard. C'est-à-dire que moi, je fais vibrer des choses dont j'ai réussi à prouver qu'on a enlevé toute l'organisation avant. Et toute l'organisation avant, c'est quoi? Pour faire simple, la tendance générale, on l'a enlevée. Mais je ne sais pas si je réponds clairement à votre question. Non, en fait, le propos n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que notre propos, c'est pas de faire fonctionner avec une cohérence physique l'ensemble du globe. Notre propos, il est d'utiliser des résultats, on va dire, consensuels de la modélisation physique qui expliquent les phénomènes, mais de les transposer sur ce qui est réellement en train de se passer dans le coin. Alors, il y a des liaisons possibles, enfin, si vraiment ça vous intéresse, j'étais intervenu donc en 2020 pour dire qu'il y avait une articulation possible, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire ce travail donc de redressement des comptes sur les modèles physiques du climat, mais nous, c'est pas notre job, mais j'ai fait l'effort, on va dire, de sortir une communication revue sur le sujet, donc en 2020, aux Journées scientifiques climat et impact, donc c'était organisé à Saclay ou à Orsay, je sais plus, mais bref, vous tapez mon nom, climat et impact 2020, vous allez le trouver. Mais sauf que ça n'a pas été pris par mes confrères et consoeurs physiciens du climat, parce que quand vous faites ça, la physique, elle dégage, quoi. Il n'y a plus de cohérence physique. Enfin, vous avez des bilans radiatifs qui sont plus équilibrés, des machins, enfin bref, ça va plus. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment intégrer ce qui se passe, vous êtes contraint de perdre une partie de l'explicabilité, de la compréhension des phénomènes. C'est un peu comme si on traitait un point indépendamment de tout le reste. Mais sauf que la modélisation physique globale nous dit que non, c'est pas indépendant du reste. Mais nous, à la base, on travaille, point par point. La série d'observations sur tel endroit, la série de températures minimales, la série de températures maximales qui sont mélangées, mis ensemble, la série de précipitations, pareil, c'est relié aux deux autres pour que ça soit cohérent. Alors, paramétriquement, c'est cohérent. C'est-à-dire que pour chaque numéro, si vous voulez, la série numéro 1 de précipitation, elle est cohérente avec la série numéro 1 de température mini et maxi, quand même. Mais cette cohérence interparamétrique, elle n'est pas spatiale, elle est point par point pour la station qui est étudiée. Et c'est ensuite sur les 10 000 reconstitutions et sur les statistiques associées que là, oui, effectivement, on peut faire donc de la spatialisation et que ça devient cohérent. C'est cohérent non pas sur la météo, c'est cohérent uniquement sur le climat, alors que les modèles physiques du climat, ils sont déjà cohérents avec la météo. Et c'est là où, du coup, quand vous nous dites, bah oui, on est dans un phénomène de rupture climatique, si j'essaie de comprendre et de reformuler avec des mots de néophyte, les modèles du GIEC, ils sont sur l'ancien climat et fonctionnement climatique qu'on arrive à modéliser, et que là, avec ces ruptures, en fait, ça va plus se passer de la même manière, et donc du coup, les modèles du GIEC, ils sont pas opérants du fait de cette rupture? Comme ils ne peuvent pas intégrer d'observation, et c'est pour ça que j'ai tenu à ce que ce ne soit pas moi, mais le confrère reconnu, Sébastien Doutreloup, qui l'a dit, comme ils ne peuvent pas intégrer d'observation, ils ne peuvent pas intégrer non plus de rupture d'observation. Or, l'analyse qui a été faite dans les articles scientifiques, c'est la rupture est avérée, il n'y a plus de doute. Autant il y a 2-3 ans, je mettais ça comme une hypothèse, mais désormais, non, il n'y a plus de doute, il y a une rupture, une accélération violente. Donc ça ne peut pas être intégré dans les modèles. Voilà. En fait, les modèles ne peuvent pas intégrer, ils peuvent donner l'idée qu'il va y avoir le dépassement de points de basculement, mais ils ne peuvent pas les intégrer. Et du coup, pourquoi depuis 2-3 ans, c'est plus sûr qu'avant parce que le premier article que je vous ai sorti, là, James Hansen en juillet 2023,
C'est quelqu'un qui est un peu provocant, qui est connu comme ça dans la communauté, même s'il est sérieux, hein, mais il a été ancien climatologue chef de la NASA, c'est pas n'importe qui. Mais il n'hésite pas un peu à taper du pied dans la fourmilière pour mettre le bazar. Donc si on n'utilise que lui, il y a toujours le doute, oui, mais il fait de la provocation. Bon, ok. Mais désormais, il y a eu d'autres auteurs, il y a eu Hausfaser, plus récemment, donc, il y a eu Forster et Ramstorff, et il y a de ça même pas un mois, l'article de Forster et Ramstorff a été approuvé, donc désormais c'est officiel. Vous allez dans leur truc qui s'appelle AGU et vous allez trouver. Alors les graphiques sont moins jolis, c'est pour ça que je vous les présente pas, mais ça dit la même chose, c'est-à-dire rupture quelque part entre 2010 et 2015, des facteurs 2, voire un peu supérieurs au niveau de cette rupture. Voilà. D'accord. Et il fallait s'y attendre. Avec ce que les paléoclimatologues nous disent, il fallait quand même s'attendre à ce qu'à un moment, on va dire, ça lâche. Et au-delà de ce que les modèles physiques du climat sont capables de suivre. Pourquoi les paléos Parce qu'il y en a déjà eu des ruptures comme ça, et que du coup, enfin non, il n'y en a pas jamais eu des ruptures comme ça, enfin aussi rapides, mais il y a eu des ruptures sur des temps plus longs, etc. C'est pour ça que les paléos... Même sur des temps courts, hein, vous avez, comment dire, la rupture c'est illustré dans l'âge de glace, là, c'est gentil, c'est un dessin animé, mais c'est la rupture du lac glaciaire qui est sur le nord de l'Amérique. Oui, ça existe et ça coupe complètement le Gulf Stream. Donc, effectivement, ce genre de modification radicale du climat, c'est pas, on va dire, représentable. Je vous prie de m'excuser, j'ai une alerte incendie, je vais devoir sortir. Donc, s'il y a des questions, ce sera par mail. Ça marche, merci beaucoup en tout cas. Merci. Au revoir. Vous m'entendez? C'est pas une blague. Non, on n'entend pas, mais on n'entend pas, mais on comprend.